Alors Édouard Louis est malgré son jeune âge un écrivain qui a déjà acquis une large reconnaissance suite à son premier livre, En finir avec Eddie Bellegueule, paru au Seuil en 2014, où il évoquait son enfance dans un milieu qu'il qualifie de lumpenprolétariat. C'est l'histoire d'un enfant qui ne répond pas aux attentes que se fait son entourage de la masculinité et qui prend douloureusement et secrètement conscience de sa différence. Avec le deuxième livre, qui est sorti donc au Seuil en 2016, Histoire de la violence, sous-titré roman comme le premier, on retrouve le narrateur adulte, transfuge de classe, qui a subi une agression par un amant d'un soir. Et cet événement, qui bouleverse sa vie, fait ressurgir la violence sociale du passé et du présent dans les vies de ces deux jeunes hommes et dans leur intersection. On reviendra sur le dispositif narratif très particulier de ce second livre. En tout cas, dans les deux cas, malgré le sous-titre roman, le récit s'apparente au genre autobiographique, et je mets genre au pluriel, qui se différencie de la fiction par l'identification assumée entre l'auteur et le narrateur, deux figures que l'histoire de la littérature moderne a séparées. Il y a différents genres autobiographiques, il y a des mémoires, il y a le journal intime, il y a le récit autobiographique. Alors le récit autobiographique, on peut le faire remonter à Saint-Augustin, on peut le faire remonter aux Confessions de Rousseau, mais en fait il est devenu un genre à part entière dans la littérature française de l'entre-deux-guerres. Et c'est un genre qui se démarque des mémoires, parce que les mémoires traitent de la vie publique, des figures publiques, elles combinent la fonction de témoignage et d'introspection. Mais l'introspection est subordonnée en fait au témoignage. En fait, l'auteur témoigne de sa vie publique de façon rétrospective et conçoit son œuvre comme un document historique pour l'histoire collective. Alors, ces deux fonctions, témoignage et introspection, se sont développées séparément dans les écrits autobiographiques. Le récit autobiographique est plus lié à l'introspection, même s'il comporte une dimension testimoniale. Et plutôt qu'un genre, il faudrait parler d'un mode de narration qui implique un ethos sur lequel se fonde le pacte de lecture, pour reprendre le concept élaboré par Philippe Lejeune. Donc cet ethos implique la sincérité de l'auteur et son engagement à dire la vérité. Il est donc lié au paradigme de vérité, dont il apparaît comme une forme subjectivée, et illustre de manière la plus radicale, parce qu'elle expose au regard de tous les choses les plus secrètes, le principe de sincérité qui doit fonder l'éthique de responsabilité de l'écrivain. La littérature est conçue comme un moyen d'explorer les réalités intérieures du moi et de la subjectivité par l'introspection et le retour sur l'enfance. Alors c'est un genre qui a renouvelé celui des confessions à la lumière de la psychanalyse. C'est ce que fait le modèle, c'est Gide dans Si le grain ne meurt. Et donc la sincérité dans l'écriture implique un risque. Elle expose son auteur, mais elle requiert aussi un effort pour surmonter la honte à évoquer certains sujets qui sont tabous, et de l'audace à parler de ces sujets tabous, en particulier la sexualité et plus particulièrement l'homosexualité. Chez Gide, le travail de mémoire et d'introspection s'apparente à la démarche psychanalytique, et c'est une problématique qu'on retrouve dans L'âge d'homme de Michel Léris en 1939, qui identifie en fait cette démarche, cette prise de risque à la tauromachie, un acte qui expose délibérément son auteur à un danger. Alors on retrouve dans En finir avec Eddie Bellegueule certains de ces thèmes. On trouve chez Gide la confrontation entre le point de vue de l'adulte et celui de l'enfant. La révélation de faits considérés comme tabous, qui sont source de honte, liés à la sexualité. Sauf que, en fait, dans En finir avec Eddie Bellegueule, l'approche n'est plus psychanalytique, mais sociologique. Donc voilà, la première question que je voulais te poser, c'est comment tu conçois les rapports entre littérature et sociologie, sachant que tu as fait des études de sociologie, que tu prépares une thèse de sociologie, que tu te réclames de Bourdieu, et qu'il y a beaucoup d'éléments dans les deux livres qui relèvent de l'analyse sociologique, et qui ne sont pas seulement dans les descriptions des classes sociales ou des mœurs. Je prends un exemple, mais qui m'a frappé dans En finir avec Eddie
Bellegueule, la manière dont les espérances subjectives sont réduites aux chances objectives par les enseignants. C'est l'histoire de la sœur qui voulait être professeure d'anglais et son prof qui lui conseille plutôt de devenir vendeuse. Et son père qui veut l'empêcher de faire des études. Voilà, donc ça m'a paru quelque chose de très relevant de l'analyse sociologique. Oui, c'est ça, c'est que j'ai fait des études de sociologie, donc j'étais très marqué par la sociologie, par des auteurs comme Didier Ribon ou Pierre Bourdieu. Et ce qui m'intéressait, une des choses qui m'intéressait, c'était d'importer en littérature le thème que j'avais trouvé en sociologie, qui était celui de la vérité objective, en fait. Qu'est-ce que ce serait que de dire la vérité objective en littérature? Parce qu'on s'aperçoit que, même s'il existe toute une tradition autobiographique, elle est souvent toujours rattrapée dans l'idée d'une vérité subjective, d'une vérité littéraire, ou alors l'autofiction, par exemple, qui serait l'idée d'une expérience autobiographique, mais il y a le mot fiction aussi, il y a l'idée de choses qui sont élaborées par l'auteur et qui ne correspondent pas nécessairement à ce qui s'est passé. Et moi, c'était ça que je voulais faire, c'était ça que je voulais prendre à la sociologie, d'une certaine manière, pour le mettre en littérature. Ce que je crois, c'est que, vous voyez, si je prends un exemple très concret, quand mes livres, les deux, sont sortis, il y a des gens qui ont dit c'est pas possible, c'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. Ce qui est en fait quelque chose de classique quand on parle de violence. On sait très bien que les femmes, quand elles parlent de violence sexuelle, que la communauté LGBT, quand elles parlent de violence, que c'est toujours, ça paraît toujours exagéré, que c'est jamais, mais non, c'est pas si grave que ça, etc. Bon, il y a même Sayad, qui a travaillé avec Bourdieu, raconte comment, quand on commence à raconter ce qui se passe en Algérie pendant la colonisation et la décolonisation algérienne, la première réaction, c'est mais non, c'est pas aussi violent que ça, c'est exagéré. Donc il y a toute une histoire de la rhétorique de l'exagération dans l'histoire politique et dans l'histoire littéraire, qui est une manière de s'opposer à une façon de thématiser la violence, de parler de la violence, de dire la violence du monde. Et donc, quand j'ai publié mes livres, je me suis évidemment, puisque la violence est au cœur de ces livres, je me suis j'ai été exposé à ça, et très étrangement, il y avait d'autres personnes, je sais pas, personnes qui commentaient, qui écrivaient, des journalistes, des personnes qui écrivent dans des revues, qui disaient de toute façon, que ce soit la vérité ou pas, on s'en fiche parce que c'est de la littérature. Et en fait, moi, c'était une défense qui me semblait... J'étais autant en désaccord avec les attaques qu'avec la défense, parce que j'avais pas envie qu'on me dise ça. J'avais pas envie. Parce que je me disais, ce que je décris, c'est la pauvreté dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle ma famille vit surtout encore aujourd'hui, dans laquelle des millions de gens vivent. La domination masculine, ma sœur qui se faisait tabasser par son copain, c'est une réalité. J'ai pas envie qu'on me dise on s'en fiche, c'est de la littérature. Et à ce moment, je me suis dit, est-ce que la littérature, c'est pas quelque chose qui va permettre aux gens de tourner la tête, voyez, de ne pas s'affronter à la réalité. Un peu comme, vous voyez, j'en parlais juste avant, on marche dans la rue, on voit un SDF et on tourne la tête, voyez. Et je me suis dit, est-ce que la littérature, c'est pas une sorte d'outil comme ça qui va nous aider à tourner la tête, puisqu'on dit de toute façon que ce soit vrai ou pas, c'est pas la question. Et moi, je vais dire si, c'est la question. Et il y a des vérités qui sont subjectives, il y a des vérités qui sont des vérités qui prêtent à débat. Hein. On en parle avant aussi. Est-ce que William Faulkner est un plus grand écrivain que Toni Morrison? Est-ce que Steinbeck est un plus grand écrivain que je ne sais pas qui d'autre? Ça, on peut en parler. Mais il y a des vérités qui sont objectives. La pauvreté, la souffrance d'un corps. S'il y a bien une chose qui est objective, c'est bien la souffrance. Un corps épuisé par l'usine, un corps de caissière épuisé par son métier, un corps queer qui a été agressé, le viol. Et donc, je me disais qu'en littérature, il fallait essayer de faire remonter à la surface, par les instruments de la littérature, des éléments objectifs de violence, des éléments objectifs de réalité. Et donc, qu'est-ce que serait, voilà, de faire une... Et ça, je pense, ça vient vraiment de la sociologie. C'est une ambition de Bourdieu, bien sûr. Bourdieu parle même de science et tout ça quand il parle de sociologie. Qu'est-ce que ce serait de faire un art, puisqu'on peut dire que la sociologie c'est de l'art aussi, un art radical de la vérité. Et je pense que quand on voit des gens comme Ta-Nehisi Coates, ou quand on voit le prix Nobel de Svetlana Alexievitch, ou quand on voit
Knausgaard aussi. Il y a aujourd'hui un foyer d'interrogation qui est très puissant en fait sur la question de la vérité en littérature. Et moi je vois que ça dérange des gens quand je dis c'est vrai. Ils sont prêts à dire qu'ils aiment bien mes livres, mais il ne faudrait pas que je dise que c'est vrai. Ah oui, on aime bien, mais de toute façon, on s'en fiche. Ben non, c'est vrai. Donc j'ai envie de le dire. Et donc si ça dérange des gens, tant mieux, parce que c'est à ça que doit servir la littérature. Et si elle ne dérange pas, elle ne sert à rien. Et donc voilà, c'est de là surtout pour moi que vient, aussi pour d'autres raisons, pour l'analyse de classe, mais c'est surtout sur cette question-là pour moi que de là que vient l'influence de la sociologie. Oui, parce que en fait, je pense que ceux qui disent on s'en fiche si c'est vrai, c'est la littérature, c'était aussi une réponse à certaines accusations dont tu as fait l'objet. Donc, je voulais aussi donner l'occasion de répondre à ces accusations ou ces reproches de misérabilisme dans la description des classes populaires. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on dit ah oui, non mais il exagère, c'est pas comme ça, il noircit, voilà. Donc qu'est-ce que tu réponds en fait à ce... D'abord, ce que je dirais, c'est que mon livre est en dessous de la violence réelle, plutôt. C'est plutôt ça le problème. C'est plutôt que un livre, je sais pas, aussi réflexif, aussi élaboré qu'il puisse être sur la question de la violence, un livre ne dira jamais ce que c'est la violence réelle. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'indescriptible. Il y a quelque chose dans l'ordre de la violence qui n'est pas possible, si vous voulez. Et moi, là, il y a 3 jours, je suis retourné voir ma famille. Ça faisait longtemps que j'y étais pas allé, enfin, longtemps quand même. Et quand je vois, je sais pas, quand je vois la manière dont mon père, par exemple, aujourd'hui, qui est quelqu'un qui a 50 ans, donc c'est jeune, et qui peut plus marcher, qui peut plus respirer sans une machine, qui peut plus, parce qu'il a vécu une vie à l'usine, et qu'après il a eu un accident à l'usine, comme je décris dans mon premier roman, et qu'après l'accident d'usine, on lui a dit soit tu retournes au travail, soit on t'enlève tout, un peu comme dans le film Daniel Blake de Ken Loach, je ne sais pas si vous l'avez vu, un homme à qui on dit tu dois retourner au travail, tant pis si tu meurs, c'est comme ça, sinon tu perds toutes les aides sociales. Et donc mon père a dû faire un travail de balayeur alors qu'il avait déjà eu le dos broyé par l'usine, ce qui fait qu'aujourd'hui il a 50 ans, il est paralysé quasiment. Quand je vois toute cette violence-là, si vous voyez, alors même que je sais que mon père est dans cet état-là depuis un moment, quand j'y vais et quand je le vois, il y a quelque chose de... Je me dis, mais moi-même, je suis étonné de quelque chose que je sais. Et donc, dans mes livres, il faut se dire, vous voyez, il y a un garçon qui s'appelle Gaspard Glantz qui a créé un site d'infos alternatif qui s'appelle Taranis News, qui suit les mouvements sociaux, par exemple, ce qui se passe dans les mouvements sociaux, quand la police, par exemple, tape des gens et que c'est caché par les grands médias, lui le film et tout ça. Et il dit toujours cette chose qui est très belle, il dit moi quand je filme cette scène, en fait, vous voyez que 70% de la violence réelle. Et je pourrais dire que c'est la même chose dans mes livres. Et par ailleurs, sur la question du misérabilisme, en effet, pour moi, c'est un des mots qui me paraît les plus répugnants, en fait, pour le dire tel que je le pense. Parce que dire misérabilisme, c'est essayer de faire taire les gens qui parlent de la misère, c'est essayer de cacher le fait qu'il y a des misères objectives très violentes. Et puis, si vous voulez, c'est un peu comme le mot victimisation. Si vous voulez, victimisation, misérabilisme, tout ça fonctionne en même temps. C'est un peu comme si le problème de notre monde, c'était que trop de gens parlaient de misère, que trop de gens disaient « je suis une victime ». C'est ça que ça veut dire, victime. Il y a un trop-plein de « je suis une victime, je suis une victime, je suis une victime ». Alors que moi, ce que je crois, c'est que quand on voit la domination masculine, l'homophobie, le racisme, la pauvreté, on se dit « mais en fait, pourquoi il y a aussi peu de gens qui disent « je suis une victime » Et c'est une des grandes questions du mouvement féministe, en fait. Pourquoi c'est aussi dur pour une femme de dire « j'ai été victime de quelque chose ». Ça ne veut pas dire « je suis une victime pour toujours », que c'est ce qui me définit, tout ça, mais j'ai été victime là de quelque chose et je dois le dire. Et vous voyez, et c'est ça le problème. Donc pour moi, si vous voulez, c'est comme deux visions antagonistes du monde, entre ceux qui disent il y a trop de gens qui disent je suis une victime, il y a trop de gens qui parlent de misère, et moi, le camp dans lequel je me situe, la question que je me pose qui est pourquoi est-ce que c'est aussi difficile ? Pourquoi ? Ma mère, elle ne dit pas qu'elle est une victime. Ma sœur, qui est la narratrice dans l'histoire de la violence, elle n'est jamais partie du village, elle a arrêté l'école, elle voulait être prof d'espagnol, elle a été empêchée de le faire. Et si tu l'interroges sur sa vie, elle va te dire que c'est pas grave, qu'elle n'est pas victime, que c'est ce qu'elle a voulu, que non, c'est que l'école, c'était pas trop fait pour elle. Et elle dira pas « je suis une victime ». Et pour moi, ça, c'est un problème.
Et je voudrais que les gens soient capables de dire. Et donc, pour moi, oui, il y a une sorte de, il y a des stratégies de discours qui servent à faire taire l'émergence de ces voix, en fait, qui diraient je suis victime de quelque chose. C'est un peu ce que Bourdieu décrit sur l'intériorisation de la domination qui fait que ça crée une complicité des dominés avec la domination. C'est ce qu'il décrit dans la domination masculine, mais c'est fait de partager, effectivement, de se dire c'est pas ma place, là, ma place c'est pas être prof d'anglais ou d'espagnol, c'est d'être là où je suis. Voilà. Et oui, c'est l'amour fati, on adhère à ce qui nous a été imposé. Et puis aussi, le truc, le problème, c'est que comment dire, souvent on a honte d'avoir été victime. On a honte. C'est très dur. Et je raconte dans Eddie Bellegueule comment, par exemple, quand il y a des garçons qui me crachaient dessus et qui me disaient PD à l'école, j'étais la personne qui les protégeait le plus. Parce que je ne voulais pas aller voir un adulte pour dire je suis insulté. J'avais honte d'être insulté. Et de la même manière, quand j'écrivais l'histoire de la violence, je me disais, mais. Enfin, très étrangement, par exemple, je pensais à ma famille. Je me disais, mais qu'est-ce que mon père va penser de moi s'il me perçoit comme quelqu'un de violé, en fait. Je me suis dit... Oh, et en plus, je souffrais surtout de sa honte à lui. Je me suis dit, la honte pour lui. Si un collègue du local de balayeur vient le voir et dit « Ah, alors ton fils, il est violé », j'imaginais la honte qui saisirait mon père. Et je souffrais de sa honte à lui, encore plus de ma honte à moi. Et donc on est souvent, à cause de cette honte, à cause de cette difficulté, on est prêt à aller très loin dans la dénégation et dans le mensonge et dans le fait de dire mais non, en fait ça va, ça va, c'est pas si grave et il se passe rien. Non, je suis pas, ma vie est pas violente et c'est très dur parce que comment on fait pour produire une transformation du monde si dans le monde les individus ne veulent pas dire qu'ils souffrent, si on a honte de souffrir. Et en effet, c'est tellement dur de souffrir, parce qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un qui dit « je souffre », vous avez toute une partie du monde qui se soulève pour dire misérabilisme, nombrilisme, victimisation. Déjà, c'est tellement difficile de parler. Et pour moi, une des plus belles, je veux dire au sens de grandeur, une des plus grandes écrivaines du siècle, c'est Violette Leduc, qui était aussi amie avec Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre et tout ça, et qui a écrit une littérature qui est magnifique, qui est presque une littérature de la plainte, en fait. Elle a écrit des livres comme La Bâtarde, où elle pose la question qu'est-ce que c'est d'être une bâtarde, à une époque où c'était quelque chose de très dur à vivre. Et en fait, elle fait presque une littérature de la plainte, en fait, où elle se plaint, et moi, j'aimerais tellement que ma sœur ou que ma mère se plaignent, en fait. Et je trouve ça très beau de se plaindre. Et comment tu as découvert la littérature, justement ? Je l'ai découvert... Ça, c'était pas à la maison. Non, c'est sûr. Non, parce qu'en plus, je sais pas, la littérature, c'était un truc de PD. C'était un truc de PD de lire un livre, c'est vrai. Hein. Et d'ailleurs, Bourdieu, qui était hétéro, ce que je sais, et je crois que c'est vrai, Bourdieu qui était hétéro et qui a grandi à une autre époque que la mienne, il est né dans les années 30, il est né en 30, je crois, Bourdieu, 1930, il raconte qu'il y avait un garçon à l'école, dans son autobiographie, enfin son auto-analyse, parce que Bourdieu voulait justement pas utiliser le mot autobiographie, il raconte qu'un garçon lisait des livres et qu'il était perçu, et qu'il faisait du violon, je sais plus quoi, qui était perçu comme le PD de l'école. Et donc non, c'était sûrement pas pendant mon enfance. Puis en plus, les livres m'intéressaient pas. Je disais comme tout le monde autour de moi, je disais les livres, c'est chiant. Et des fois, c'est vrai d'ailleurs, puisqu'ils sont chiants. mais non, c'est arrivé beaucoup plus tardivement. Et ça a été quand j'ai lu Retour à Reims, le livre de Didier Héribon, en fait, parce que je sais pas si vous le connaissez, mais c'est un livre qui parle de Didier Héribon. C'est une auto-analyse aussi. Qui a quitté un milieu pauvre, ouvrier, pour devenir un auteur, un intellectuel, un philosophe à Paris, et qui, après la mort de son père, après 40 années sans parler à sa famille, sans revenir dans sa famille, est revenu. Et le livre commence comme ça, avec la mort de son père, où il fait une sorte de retour sur lui-même, de retour chez sa famille, et donc de retour sur lui-même. Et moi, quand j'ai lu le livre de Didier Héribon, je me suis dit, en fait, ce livre, c'est l'histoire de ma vie. Et je me suis dit, c'est quelqu'un comme ça qui... Et après, plus je réfléchissais, plus je me disais, mais en fait, c'est pas du tout l'histoire de ma vie, parce que quand j'ai lu le livre de Didier Héribon, moi, j'étais pas allé à Paris, j'écrivais pas, j'avais quasiment jamais lu, j'avais jamais rencontré Pierre Bourdieu, évidemment. En plus, il était mort. Et en fait, je me suis dit,
En fait, j'ai confondu l'identification et le fantasme, en fait. J'ai cru que le livre était mon histoire, mais cette espèce d'erreur, le fait de croire que c'était mon histoire, ça a pu faire en sorte que ça le devienne. Et je me souviens, quand j'ai lu le livre de Didier Ribon, je lisais presque pas, en fait. Vraiment, le livre m'est tombé dans les mains presque par hasard. Et j'avais 17 ans, et je me suis dit du jour au lendemain, il faut tout changer. Et là, je me suis mis à lire le plus de livres possible, Bourdieu, Derrida, Duras, Beauvoir, Leduc, Morrison, Baldwin. Et je me disais, il faut tout lire, tout lire, tout lire, et même tout changer, en fait. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai fait des démarches auprès du tribunal pour changer de nom, de famille, pour changer de prénom. J'ai fait une chirurgie, j'ai changé ma mâchoire, j'ai changé mes dents, j'ai changé mon nom. J'ai changé la manière de m'habiller, j'ai tout changé. Je voulais absolument tout changer. Je voulais que plus rien ne soit comme avant. Je m'entraînais à rire devant un miroir pour rire de manière différente. Je m'entraînais à parler pour plus avoir l'accent picard. Je voulais que tout change, en fait. Et c'est le livre de Didier qui m'a apporté ça. Et donc la lecture a fait partie de ça. Et puis au début, je comprenais rien de ce que je lisais. Je lisais Beauvoir ou je disais Morrison, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je comprenais pas, mais je me disais c'est pas grave, tu vas comprendre après, tu vas comprendre plus tard, ça viendra un moment. À un moment, les éléments vont s'enclencher les uns avec les autres. Si tu comprends 3 pages dans un livre, c'est pas grave, ça sera toujours 3 pages. Et voilà, et puis petit à petit, à cause de cette erreur, c'est pour ça que souvent on parle de l'identification quand on parle de littérature. Et en fait, souvent c'est pas très vrai, parce que souvent c'est beaucoup plus du fantasme. Et Didier le décrit beaucoup, mais moi j'ai eu beaucoup le même cas de figure quand j'ai publié mes livres, de gens qui me disaient ah, je me suis reconnu, votre histoire c'est l'histoire de ma vie. Je suis une femme noire hétérosexuelle, mes parents sont enseignants. Je dis mais c'est quoi la même histoire? Je trouve pas trop le et en fait, mais justement, d'abord, c'est parce qu'on est traversé par des structures qui sont communes, on est dans le même monde, et puis aussi parce que justement, la capacité des livres, pour moi, c'est une capacité à produire d'autres images de soi, en fait. Et tant mieux si on se trompe, parce que en se trompant, on devient l'erreur, en fait. On devient ce sur quoi on s'est trompé. Il y a un très beau livre de Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction, où il critique justement cette idée de l'identification qu'on attribue à la mode de lecture des classes populaires, en montrant justement ces mécanismes d'adhésion, distanciation, comparaison, qui fait exactement ce que tu es en train de décrire. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant. Alors, justement, en lisant En finir avec Eddie Bellegueule, on viendra après à l'histoire de la violence, mais j'ai pensé, bon, il y a la dimension du récit autobiographique, mais il y a aussi des récits de formation. Hein, ça fait penser aux romans de formation. Et on trouve beaucoup dans les récits de formation d'intellectuels et surtout d'écrivains un handicap physique ou une disposition qui les exclut du monde de la masculinité, en fait, et qui est le monde de la force, du pouvoir, de l'action. Et c'est pas que dans les classes populaires, c'est aussi il y a le journal d'Amiel, il y a voilà. Donc et Gide, évidemment. Alors Gide, c'est très flagrant. Voilà. Alors ce qu'il y a, y compris avec le fait d'être battu par à Assas et moqué par d'autres gamins, voilà. Et donc je me demandais, est-ce que pour toi il y a un lien entre cette expérience violente de la différence et la vocation d'écrivain, d'intellectuel? Oui, il y avait une volonté qui était très claire pour moi dès le début de l'écriture d'En finir avec Eddie Bellegueule, c'est que je voulais rompre un peu avec la narration classique la narration classique qui est souvent, la plupart du temps, presque toujours utilisée quand on parle des outsiders, c'est-à-dire des gens qui seraient nés différents dans un milieu où les gens sont indifférenciés, en fait. Si vous voyez, c'est quelque chose qu'on retrouve dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, qui serait le grand exemple, mais qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'autres littératures, ou alors c'est un silence qui correspond à ça, c'est-à-dire on voit qu'une personne passe d'une classe à une autre et on ne comprend pas pourquoi, comme si cette personne avait toujours eu cette différence en elle ou en lui. C'est quelque chose qu'on trouve un peu aussi dans Billy Elliot, vous voyez, ça structure tous les pôles du champ littéraire, l'espèce d'enfant génial comme ça.
et dans un milieu où les gens sont pas géniaux. Et moi, je voulais pas faire ça parce que ça me paraissait être déjà une narration violente. Je pouvais pas dire moi je suis plus libre ou plus intelligent ou plus sensible que ma mère ou que ma sœur. Ça me paraît être un truc super violent. Et puis, c'est-à-dire que, enfin, moi, ce que je montre justement dans le livre, c'est que on me disait tu es différent, tu es un PD, tu es différent, tu es un PD, tu es différent. Mais moi, au fond de moi, je me sentais pas vraiment différent. Je sentais que simplement j'étais attiré par les garçons plus que par les filles. Mais dans ma tête, je le considérais pas comme quelque chose qui définissait une différence absolue. Et en fait, c'est les autres qui me disaient c'est différent, c'est différent, c'est différent. Et donc pour moi, justement, histoire de Eddie Bellegueule, pardon. Essayer de rompre avec cette narration un peu classique du transfuge et essayer de montrer comment je ne me sentais pas différent et même comment dans mon enfance, en fait, mon rêve, c'était de ne pas être différent. Donc je raconte dans le livre comment je fais tout pour être masculin, je fais tout, ce qui m'apparaissait comme, entre guillemets, les images de la masculinité, faire du foot, parler de filles, aimer la bière et tout ça. C'était un peu, c'est caricatural un peu, mais la réalité, elle est un peu caricaturale aussi souvent. Et donc j'ai essayé de me conformer à ça. Mon rêve, c'était pas d'être Toni Morrison, c'était d'être un vrai mec. Et justement, quand je raconte à la fin d'Eddie Bellegueule que je suis parti de chez moi, de chez mes parents et tout ça, si on m'avait dit tu peux soit aller étudier et tout ça, ou soit rester et devenir le plus dur de tous, j'aurais choisi de rester. Et c'est sûr. Et c'est ça que je voulais, c'était rester, c'était pas partir. Et donc c'était pour moi une manière de rompre avec cette narration et justement, du coup, de poser une question qui est politique, qui est on ne n'est pas différent, on le devient, pour utiliser une phrase beauvoirienne, et de dire si Eddie Bellegueule est devenu différent, si je suis devenu différent, ça veut dire que la différence, c'est quelque chose qu'on peut faire advenir. Parce que si tu regardes Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, ou si tu regardes Billy Elliot, ça exerce presque un effet de fascination. Ah, il est magnifique cet enfant, il est génial ce gosse. Je me souviens quand j'étais petit, on regardait Billy Elliot à la télé, on disait oh là là, mais quel gosse génial. Et en fait, ça posait jamais la question de qu'est-ce qu'on fait en fait. Et pour moi, Eddie Bellegueule, c'était ça, c'était de dire qu'est-ce qu'on fait pour que des gens, si les gens le deviennent, ça confronte en fait le lecteur à une responsabilité, non pas de l'écrivain, mais du lecteur, qui est qu'est-ce que tu fais en fait, qu'est-ce que tu fais pour que des gens deviennent différents. Et voilà. Et moi après, je suis devenu différent. Je suis devenu différent contre moi-même. Je suis devenu différent par échec, en fait. Et d'ailleurs, la deuxième partie du livre s'appelle l'échec et la fuite. Et après, je me suis rendu compte que cet échec m'avait sauvé. Mais d'abord, c'était un échec. Et c'était pour moi, enfin, quand j'étais au lycée, j'étais toujours à 2 doigts d'arrêter l'école et tout ça. J'aimais pas, je voulais pas faire ça. Ouais, donc c'est vraiment des mécanismes sociologiques de fabrication de la différence, de stigmatisation. Absolument, c'est l'opération de construction. Voilà, c'est qu'il n'y a pas de différence, parce que regardez, je sais pas, là, entre vous et moi, entre deux personnes, enfin, je sais pas, il y a 1 million de différences possibles. Oui. Et donc, comment on construit socialement des différences qui veulent dire quelque chose, qui signifient quelque chose. Vous voyez, c'est ça qui est incroyable. En fait, on pourrait dire que c'est aussi arbitraire d'attaquer quelqu'un parce qu'il est gay que d'attaquer quelqu'un parce qu'il fait du 42, parce qu'il chose du 42. Ouais, vous voyez, c'est aussi absurde, c'est-à-dire on identifie une différence et elle devient quelque chose. Et en fait, c'est aussi absurde, c'est vrai. Hein. Mais sauf qu'il n'y a pas de catégorie où on casse la gueule à quelqu'un dans la cour de récré parce qu'il chose du 42. Et donc, voilà, c'est-à-dire de sociologiser et politiser la différence. Oui. Ouais. Et en fait, alors alors il y a le sous-titre roman, peut-être tu veux dire un mot dans les deux livres, mais en fait la honte de l'enfant, de ce qu'il vit, de cette construction de son être comme différent, élevé par l'adulte qui a accédé à un autre univers social qui lui permet de réconcilier son exis corporel avec sa vocation, son goût pour les études littéraires. Mais en même temps, la honte de l'enfant fait place à une honte sociale. Et là, ça fait écho à Annie Ernaux, à Didier Héribon, honte sociale de l'adulte pour le milieu dont il vient. Et je réfléchissais aussi à l'écriture comme une manière d'objectiver cette honte, quelque chose dont la sociologie ne parle pas beaucoup. En fait, et je me demandais si voilà, là, la littérature est capable de décrire quelque chose de sociologie, enfin sociologiquement que la sociologie n'a pas beaucoup traité en fait. Oui, il y a eu. Enfin, encore une fois, j'ai été. Il y a la scène de, pardon, juste la scène de la veste
rouge et jaune à la fin que sa mère lui offre. Elle s'est vraiment sacrifiée pour apporter cette veste, lui offrir cette veste. Et cette veste, il va la jeter parce que, je dis il parce que c'est le narrateur que j'ai distinct quand même, il va la jeter parce qu'il a honte de porter ces couleurs criardes tout d'un coup, donc un renversement des valeurs, quoi. Oui, oui, c'est ça. J'avais supplié ma mère pour avoir cette veste parce que c'était une veste Ernest et c'était la mode, les vestes Ernest dans le village. Et donc ma mère, oui, s'était sacrifiée pour l'acheter. Ça coûtait des centaines d'euros, c'était super cher. Et en fait, je l'ai mise et je suis arrivé au lycée et je me suis rendu compte que tout le monde se moquait de cette veste, en fait, parce qu'il disait que ça faisait prole, en gros, pour le dire très violemment, mais c'était aussi violent que ça. Et du coup, ma mère, qui s'était sacrifiée pour cette veste, je l'ai jetée à la poubelle au bout de 3 jours. Et ça a brisé le cœur de ma mère. C'était affreux. Et en effet, il y a cette honte dont, ça a été aussi, encore une fois, Didier Ribon qui a été très important sur cette question. Dans son livre Une morale du minoritaire, il parle de l'ontologie. Donc normalement, l'ontologie, c'est sans H. C'est le concept qui veut dire, pour le dire très grossièrement, la fabrication de la personne, la fabrication de l'individu et tout ça. Et lui, il parle de l'ontologie avec un H. Comment l'ontologie, comme ça, comment la honte nous fabrique, comment la honte nous... Et donc oui, moi, ça a été très présent, mais en vérité, dans En finir avec Eddie Bellegueule, ce qui m'intéressait plutôt, c'était comment, en fait, avant d'avoir honte de mon monde, c'est mon monde qui avait eu honte de moi. Et en fait, c'est d'abord ma famille qui avait honte de moi. Et cette honte, elle a précédé. Mais de toute façon, on n'en finit jamais d'avoir honte. Je veux dire, même mon père qui me reprochait d'être pas assez masculin et tout ça, même lui, il avait honte parce que même lui, il se sentait pas assez. En fait, si vous voulez, il y a ce truc un peu étrange que j'ai remarqué récemment en réfléchissant, c'est que je vais essayer de l'articuler, mais en fait, dans le monde dans lequel on vit, on n'arrête pas de produire des règles, par exemple comme la masculinité, des normes, des règles, des lois, au sens conceptuel. En fait, on n'arrête pas de créer des règles et des normes et des lois que personne ne peut respecter, en fait. Ce qui fait que dans le monde dans lequel on vit, tout le monde a honte. Et en fait, je m'en suis aperçu parce que je devais faire une lecture d'En finir avec Eddie Bellegueule quelque part, et je parlais de la masculinité à laquelle je n'arrivais pas à correspondre et tout ça, qui était pour moi le sujet du livre. Et en fait, je n'avais pas réalisé en lisant le livre que, par exemple, mon père dit qu'un homme ne devrait pas pleurer, et que c'est les femmes qui pleurent, mais en fait dans mon livre c'est mon père qui pleure tout le temps, hein. Et ma mère elle pleure jamais, et ma mère de fait elle pleure jamais. Ma mère, j'ai vu une seule fois dans toute mon enfance ma mère pleurer, ce qui m'a fait un choc justement tellement je l'avais jamais vu pleurer, alors que mon père il pleurait 3 fois par semaine, et c'était le cas de tout le monde. Et en fait typiquement c'est la masculinité, mais c'est aussi d'autres choses, c'est que il y a une règle que personne n'arrive à respecter. En fait, les hommes ne sont jamais assez masculins. Bourdieu parle aussi du roman de Woolf, de La promenade au phare, où il y a un homme comme ça qui, je sais plus, n'arrive pas à avoir sa thèse, alors ne se sent pas assez masculin, parce que ce serait un principe d'autorité intellectuelle, alors que sa femme, elle en a une. Et en fait, il y a tous ces hommes qui souffrent. Absolument, elle le revalorise, mais lui, il se sent mal. Elle fait semblant de ne pas le voir, qui joue comme un enfant. Et en fait, il y a ce fait que, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans une approche foucaldienne, par exemple sur la loi ou la norme qui dresse les corps, la loi qui forge des corps, les normes qui dressent des corps et les fait se comporter d'une certaine manière, c'est qu'en fait les corps n'obéissent jamais à la loi. Les corps n'obéissent jamais. Et les corps résistent, mais qu'est-ce que ça produit? Ça ne veut pas dire que ça produit rien, ça veut dire que ça produit la honte, en fait. Et il y a cette série aussi qui s'appelle Downton Abbey, je ne sais pas si vous connaissez, c'est très beau, et moi j'aime bien. Et c'est une série dans laquelle on voit un milieu très aristocratique anglais des années 10, 20, 30. Et aussi, on voit les deux aspects, en fait, les domestiques qui travaillent pour eux et cette grande aristocratie. Et on voit que le milieu de l'aristocratie, c'est un milieu qui est structuré par des règles très fortes. Et une femme ne doit pas avoir de sexualité avant le mariage, elle doit se marier avec quelqu'un de sa ligne, elle doit de sa lignée, de son rang, pardon.
Et en fait, on voit dans la série qu'aucune des filles ne respecte les règles. Il y a 3 filles de cette aristocratie. En fait, il y en a une qui devient communiste, il y en a une qui couche avec un ambassadeur turc très beau qui passe par là un soir, il y en a une qui fait un enfant avec un homme avec qui elle n'est pas mariée. Et en fait, toutes ces femmes dans la série, elles souffrent parce qu'il y a une norme à laquelle elles ne peuvent jamais arriver à correspondre. Et c'est la même chose avec la masculinité dans mon village et tout ça. C'est que les gens n'arrivent pas à correspondre, mais ce qui est incroyable, c'est que ça fait 1000 ans que la masculinité ne marche pas, et pourtant la règle reste. Et la règle est tellement difficile à changer, on doit la changer un tout petit peu par un tout petit peu, et c'est d'une inertie incroyable. Et en fait, il y a comme un décalage absolu entre nos corps, les vies que mènent nos corps, et entre les règles sociales. Et voilà. Et en fait, je me suis rendu compte de ça, c'est qu'en fait, dans Eddie Bellegueule, tout le monde est un peu loser. Même mon père, il est un peu loser de la masculinité. Et D'ailleurs, c'est les passages sur le père, justement, où on voit qu'il les passages sur le père, effectivement, où justement il y a même un moment où il y a une forme de tendresse, de proximité très forte à son fils, voilà, de compréhension de cette incapacité d'adhérer à une norme de masculinité. C'est un passage très fort du livre. c'est pour ça que c'est important de parler de la honte, en fait, et en littérature ou en sociologie, parce qu'en fait, on se rend compte qu'une des seules manières de d'ébranler cette norme, comme ça, d'ébranler ces règles qui ne marchent pas, c'est justement de parler de la honte qu'on ressent, parce qu'il faut, pour que les gens se rendent compte qu'en fait, personne n'y arrive, parce que les gens se sentent toujours un peu isolés. Mon père avait toujours l'impression que quelqu'un était plus masculin que lui, et il devait souffrir de ça, alors qu'en fait, quand les gens racontent des histoires intimes, quand ils racontent des choses qu'ils ont vécues, on se rend bien compte que tout le monde a honte. Et peut-être qu'on peut parvenir à une sorte de prise de conscience de notre monde si on se dit, en fait, tu sais, personne n'y arrive. T'es pas le seul à pleurer tout le temps. C'est bête de dire ça, mais c'est vrai. Ouais. C'est une manière de contrôle social, en fait, ces normes. Et dans tous les milieux, en fait. Donc aussi dans les milieux populaires. Je voulais, avant qu'on passe à l'histoire de la violence, dire un mot de la forme de l'écriture de ce livre. Parce qu'en fait, les deux mondes, celui de l'enfant et celui de l'adulte, sont aussi séparés, pas seulement par le changement de nom, entre l'enfant et le narrateur, donc Eddie Bellegueule devenu Édouard Louis, mais aussi sur le plan formel, par deux styles. Il y a le parler populaire de la famille de sous-prolétaires Picard et la langue légitime de l'intellectuel parisien. Et en fait, le parler populaire est encadré dans le récit de la langue légitime et il est réservé aux voix dialoguées. Donc il est inséré dans le fil de la narration. Et c'est comme... ce que j'ai trouvé très beau, c'est comme un écho du passé qui résonne encore. Et j'ai trouvé ça très très fort, cette voix, c'est-à-dire qu'un enfant entend toujours les paroles des adultes comme des verdicts. Et ça ressort très fortement, je trouve, dans ce livre, c'est-à-dire que des phrases anodines que les adultes disent comme ça entre eux, et après ils disent mais pourquoi tu prends ça au sérieux, et nous on s'en souvient encore 20 ans après, mais tu m'as dit ça quand... Voilà. Et là c'est très fort parce qu'on entend comment ça résonne jusqu'à aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc enfin voilà, je voulais peut-être tu veux dire un mot de ce dispositif narratif, enfin voilà. Oui, je voulais garder ce langage de mon enfance, parce que effectivement la violence, elle s'exprime toujours merci beaucoup, par un certain langage, et c'est pas la même chose de dire PD que de dire homosexuel, par exemple. Donc voilà, c'est deux dénominations qui parlent d'une même réalité, mais ça veut pas dire la même chose. Et le fait que dans mon enfance, on disait jamais arabe, on disait toujours bougnoul, ça avait un sens aussi. Enfin, ça disait quelque chose de plus. Il y a ce texte que je cite souvent, parce que je l'aime beaucoup, de Primo Levi, qui s'appelle Les naufragés et les rescapés, qui est le dernier recueil d'essais de Primo Levi, de différents essais. Et il y a une anecdote très belle qui raconte à ce propos, très dur, donc là dans un contexte évidemment totalement différent de celui que moi je décris, beaucoup plus violent, beaucoup plus... Et en fait, Primo Levi raconte dans Les naufragés et les rescapés qu'il a appris à parler allemand dans les camps de concentration en grande partie. En fait, quand il était envoyé à Auschwitz, Monowitz, c'est là-bas qu'il a appris l'allemand dans le camp, en grande partie. Et en fait, après les camps de concentration, Primo Levi donc survit à Auschwitz.
il écrit ses livres, ses grands livres, c'est tellement important, mais en plus il a continué son métier de chimiste toute sa vie. Et il raconte qu'un jour, il a une réunion avec des gens allemands dans le cadre de son métier de chimiste. En fait, il parle une langue, je ne sais plus quelle langue il parle. Ils doivent se vendre des produits, ou je ne sais pas très bien, je ne sais plus très bien, peu importe les détails. Mais à la fin de l'entretien, Primo Levi veut leur montrer qu'il sait parler allemand. Et un peu comme on le fait tous, un peu comme des Américains quand ils viennent en France et qui disent bonjour, comment ça va, parce que c'est la seule phrase qu'ils connaissent et ils sont contents de la connaître, et on fait tous ça. Et Primo Levi en fait veut leur dire c'est terminé, vous pouvez y aller, la réunion est terminée. Et en fait Primo Levi leur dit en allemand, il leur dit un truc comme cassez-vous, bande de blaireaux. Et parce qu'en fait, l'allemand qu'il a appris, c'était l'allemand des camps, en fait. Et il se rend pas compte que la manière de dire à quelqu'un sortez, c'était déjà violent, en fait. Et donc c'est une situation évidemment tellement différente et tout ça, mais c'est la même chose qu'on retrouve, c'est-à-dire qu'il y a une violence qui est déjà là dans le langage avant même la décision de qui que ce soit d'être violent ou de devenir violent. Et donc à mon échelle à moi, mon père, il n'avait pas d'autre mot pour me nommer que PD, en fait. Il n'avait rien d'autre pour me nommer. Et donc, évidemment, il y avait déjà... il n'y a que comme ça qu'il savait m'appeler, et exactement comme il y avait déjà toujours de la violence dans l'allemand que connaissait Primo Levi. Et il y a, voilà, et donc de restituer ces langages de la violence, de montrer aussi comment le langage... considéré comme plus littéraire, le langage exerce aussi une violence dans la confrontation justement de ces deux langages, le fait que je les superpose, de montrer aussi comment il y a une... Je raconte un moment quand mon cousin a eu un procès, avant d'être envoyé en prison où il est mort, qu'en fait quand le juge lui parlait, il ne comprenait rien, parce que le juge parlait avec des termes techniques de la justice et tout ça, et que lui il ne comprenait pas, et qu'il trouvait que le juge parlait comme un PD. Parce que c'est ça, on parlait de Bourdieu tout à l'heure. Il y a Geoffroy de La Gannerie a écrit un essai qui est très beau là-dessus, qui montre qu'en fait chez Bourdieu, on voit que tout ce qui est question de classe est en fait toujours une question de genre et de sexualité. Et c'est vrai, moi je l'ai beaucoup vu dans mon enfance, c'est que par exemple être un homme des classes populaires, être un vrai dur des classes populaires, ce qui marche aussi pour les femmes d'ailleurs, hein. Les femmes aussi doivent être des vrais durs, et des femmes autour de moi disaient je vais voter pour Marine Le Pen parce qu'elle a des couilles, donc elle était valorisée parce qu'elle dégageait quelque chose de masculin en fait. Et ça, et en fait si vous voulez, il y a cette idée qui était de dire être une vraie personne des classes populaires, c'est ne pas être comme la bourgeoisie, c'est-à-dire ne pas être comme la bourgeoisie efféminée. C'est-à-dire ce qu'on voit comme les bourgeois, par exemple, qui mangent ce que Bourdieu décrit aussi, les bourgeois qui mangent des petits plats, par exemple, au lieu de manger de la bonne bouffe, qui tient bien au corps. Et en fait, la manière de manger de la bourgeoisie apparaît comme une manière féminine. Par exemple, un homme qui croise ses jambes, ce truc intellectuel, ça paraît comme un truc de fille, de PD. Et de se faire la bise, par exemple. Moi, quand j'avais vu des hommes qui se faisaient la bise, j'avais jamais vu ça de ma vie, enfin c'est vrai, quand je suis allé à la ville pour la première fois. Et en fait, tous les rapports de classe, en fait, ils sont définis par des rapports de genre et par des rapports de sexualité. Alors, on va parler de histoire de la violence, et là aussi, il y a un dispositif narratif extrêmement intéressant, tout à fait différent, qui m'avait fait tout de suite penser en fait à Faulkner. Et donc, effectivement, il y a le passage au milieu sur Faulkner, mais c'est vrai que c'est des récits imbriqués d'une violence indicible, et qu'on n'arrive pas à cerner, qu'on n'arrive pas à saisir. Donc l'histoire est racontée, donc on passe du monologue intérieur du narrateur à la sœur, le narrateur écoutant la sœur raconter à son mari ce que le narrateur lui a raconté, et racontant à travers ça l'histoire des vies des deux. Il y a une histoire parallèle en fait des deux vies. De la vie d'Édouard et de la vie de Reda, qui donc a commis ce viol d'Édouard. Et voilà, donc ce dispositif narratif est très fort parce que c'est aussi comment raconter quelque chose qu'on ne peut pas raconter. Et il y a un des points culminants, c'est la scène du commissariat où justement, je ne sais pas si
tu veux bien lire ce passage qui montre la difficulté à raconter justement ces violences, et c'est d'actualité, justement, tu en parlais, avec toutes les balances temporelles, voilà. On commence là, jusqu'à un signe comme ça, tu vas trouver. Ok. Je convoquais mes souvenirs pour les 2 agents de police, une femme et un homme, tous les 2 postés face à moi, lui assis devant l'ordinateur et elle debout à côté de lui. C'était moins de 24 heures après la rencontre avec Reda. L'interrogatoire venait juste de commencer. Je ne savais encore rien de la suite. Je ne me doutais pas encore de l'intensité avec laquelle j'allais me détester d'être venu jusqu'au commissariat. De toute façon, même les regrets ne pouvaient plus me sauver. Je l'ai compris quand, à cause de la fatigue et de la tournure que prenait la nuit, j'avais dit aux 2 agents de police que je regrettais et que je voulais tout interrompre, rentrer chez moi. Le policier avait ricané. Son rire n'était pas malveillant, c'était plutôt cette espèce de rire qu'on oppose à un enfant qui dit une aberration. Il s'est calmé, s'est éclairci la gorge et avait déclaré « Mais ça ne dépend plus de vous, monsieur. Je suis désolé. C'est à la justice, maintenant, que ça appartient. » Je ne comprenais pas, ce soir-là, comment mon récit pouvait ne plus m'appartenir. C'est-à-dire qu'à la fois j'étais exclu de ma propre histoire et que j'y étais inclus de force, puisqu'on me forçait d'en parler continuellement. C'est-à-dire que l'inclusion est la condition de l'exclusion, qu'elles sont une seule et même chose, et que même peut-être l'exclusion précède l'inclusion, du moins que l'exclusion me révélait à elle seule, et la première dans l'ordre de ma conscience, le destin dans lequel j'étais inclus, l'histoire à laquelle je n'avais plus le droit de m'extraire. Et voilà, c'était ça, c'était en effet l'idée que dans la manière dont est traité le témoignage sur la violence dans nos sociétés, c'est un moment en fait où vous êtes convoqué pour parler, vous devez être là, et en même temps, vous êtes exclu de votre propre discours, de votre propre récit, votre récit ne vous appartient plus. Et c'est pour ça que je dis l'inclusion et l'exclusion sont une même chose, c'est-à-dire on vous inclut, un peu comme d'une certaine manière dans En finir avec Eddie Bellegueule, j'étais inclus de force dans une famille, inclus de force dans un village qui m'excluait en fait. Et que c'était très dur de fuir ce milieu, parce qu'en même temps ce milieu voulait me garder pour m'exclure. Et c'est la même chose quand vous témoignez de la violence ou quand vous le faites dans la forme étatique, c'est-à-dire le fait d'aller porter plainte, vous vous rendez compte qu'en fait vous n'avez presque aucune place dans votre histoire. Vous n'avez aucune place, aucune importance dans ce qui va se passer. Et c'est un des grands thèmes pour moi de l'histoire de la violence, je veux dire, qui est là de manière continuelle. C'est-à-dire, ce que j'ai ressenti et ce que j'ai compris, c'est que si vous allez témoigner de la violence, par exemple, la police et la justice, toutes les institutions d'État, vous imposent une manière de réagir à la violence. Voilà. C'est-à-dire, on a essayé de te tuer, on t'a violé, donc on va mettre quelqu'un 15 ans en prison. Et en fait, si vous voulez pas que ça se passe comme ça, l'institution s'en fiche, en fait. L'institution n'en prend pas compte. Et vous, en fait, là, ce que je dis pas qu'il faut pardonner, parce que je dis pas qu'il faudrait forcer les gens à pardonner, parce que dans ces cas-là, je ferais la même chose que l'État, j'imposerais une solution à tout le monde. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'il est interdit de pardonner ? Pourquoi est-ce qu'il est interdit ? Pourquoi est-ce que le pardon dans nos sociétés, quand on est confronté à la justice, est interdit ? Et pour moi, ça a été quelque chose d'une très grande violence. Si quelqu'un ne veut pas pardonner, moi je dirais à cette personne, mais je ne te force pas à pardonner. On sait que le pardon parfois a été forcé, que c'était très violent. Par exemple, dans les comités de réconciliation après l'apartheid en Afrique du Sud, on a forcé des gens à se réconcilier, des gens qui n'en avaient pas envie, des Noirs qui avaient eu des vies détruites par des Blancs et qui ne voulaient pas les pardonner. Et c'était très violent de l'imposer. Mais si moi, par exemple, au moment où je porte plainte, je n'ai pas envie que ça se passe comme ça, en fait, la victime n'existe pas dans sa propre histoire. C'est-à-dire que l'État devient propriétaire de l'histoire de la victime. Et c'est pour ça que l'État me dit « votre histoire ne vous appartient plus ». Et ça, pour moi, cette manière uniforme de traiter la violence, elle est une autre violence, en fait. C'est-à-dire que si on a tous des habitus différents, des passés différents, des expériences différentes, et donc des manières différentes de réagir à la violence. Et il y a une seule manière,
étatique de réagir à la violence, c'est la punition. Et en plus, comment dire, ça perpétue ce cercle dans nos sociétés qui consiste à traiter la violence par la violence, vous voyez. Exactement, c'est l'exemple que je prends toujours, c'est le fait qu'il y a des attentats à un niveau plus grand le 11 septembre aux États-Unis, il y a des gens qui meurent, il y a du feu, il y a une presque guerre dans la ville de New York, et la manière dont va réagir Bush, la manière dont vont réagir les gouvernements américains, c'est d'aller faire la guerre ailleurs, d'aller faire du feu ailleurs, d'aller faire des morts ailleurs, et il y a cette tendance à produire de la violence à partir de la violence. Et donc, quelle serait une manière autre de traiter la violence? Parce qu'il y a quelque chose à traiter. Quand je dis pardonner, comme disait Derrida, pardonner, c'est toujours pardonner quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais quelles seraient les autres manières de traiter ça? En fait, la victime n'a aucune place. Et c'est ce que m'a dit la police, en fait. Moi, je n'avais pas le droit de pardonner. Et tant pis si ça me détruisait, en fait. Tant pis si ça me détruisait de ne pas pouvoir pardonner. En fait, l'État n'est pas là pour protéger la victime, mais pour s'accaparer de l'histoire de la victime et en fait assouvir ses propres pulsions de violence. On sent, c'est un fil dans le récit, hein, cette tentation du pardon, enfin, d'excuses, enfin, voilà, c'est assez fort par rapport à tous les récits, y compris celui de la sœur. Voilà. Et justement, alors c'est intéressant, il y a ces vies parallèles qui sont reconstruites par ces récits, et c'est la sœur en fait qui fait le parallèle entre en se souvenant de son petit frère commettant des vols dans son enfance, les met en perspective. Et ces deux vies, en fait, c'est une histoire collective commune incarnée ou une histoire collective incarnée dans les corps, hein, en fait, où ressort les rapports de classe, mais aussi les rapports postcoloniaux. Et donc, c'est une violence qui ressort de cette histoire collective. Enfin, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, moi, un des problèmes qui s'est posé à moi quand j'ai commencé plutôt le livre, c'était de me dire comment est-ce que je peux raconter cette histoire. Elle est difficile à raconter pour toutes les raisons dont on a parlé, parce que c'est dur de parler de violence, parce qu'on n'a pas envie d'être vu comme une victime, parce que très bizarrement, c'est comme si c'était les deux choses les plus opposées au monde, de dire je suis une victime et d'avoir quelqu'un d'autre qui dit tu es une victime. Moi, quand je portais plainte, je voulais pouvoir dire j'ai été victime de quelque chose. Et dès que quelqu'un me disait tu es une victime, c'était comme d'une violence inouïe. C'était comme si ça voulait plus du tout dire la même chose, en fait. Et une des raisons aussi qui a été difficile, c'était de me dire, en fait, ce garçon qui a essayé de me tuer, il avait un père algérien. Et comment je peux raconter cette histoire-là sans qu'elle me soit pas volée, kidnappée une deuxième fois, un peu comme la police l'a fait quand elle m'a kidnappé mon histoire, et pour que ce soit pas transformé en une sorte de conte ou de fable ou de mythe raciste sur vous voyez, les enfants d'Algériens, ils sont dangereux et tout ça. Et c'était très dur. Je me dis, en plus, ça va, les livres racistes, il y en a assez. Il y a Houellebecq, il y a tout ça, il y en a plein. On n'a pas besoin d'en avoir plus. Et c'est là qu'intervient la forme littéraire, parce que je me suis dit, comment faire une forme littéraire qui serait politique et une forme littéraire qui s'opposerait radicalement au racisme, en fait, à toute interprétation raciste. Et en fait, c'est là aussi qu'est intervenu le fait que c'est ma sœur qui raconte mon histoire, puisque justement, en fait, quand elle dit Reda vole quelque chose à Édouard, elle revient immédiatement sur mon passé, elle met en perspective les deux histoires, elle dit mais d'ailleurs, Édouard, quand il était enfant, il volait aussi, j'allais voler du métal avec mes cousins sur les décharges et tout ça pour le revendre, pour avoir de l'argent. Quand elle dit Édouard agresse, elle raconte comment, justement, dans ce petit village blanc du nord de la France, où il n'y avait que des blancs, mon frère agressait des gens, mon frère a eu des problèmes avec la justice, et donc c'était une manière comme ça par la forme littéraire, par la multitude des récits, de déracialiser la violence, d'enlever toute capacité raciste à l'interprétation. Et en fait, s'il y a un truc dont je suis assez satisfait, c'est que ça au moins ça a marché. C'est-à-dire personne ne m'a jamais dit ah voilà au contraire on m'a reproché ah il essaye d'expliquer la violence, et comme si expliquer la violence ça voulait dire que c'était pas grave. C'est étrange, il y a cette croyance dans nos sociétés qui est de dire si vous expliquez la violence c'est que vous dites que c'est pas grave, mais n'importe quoi. C'est pas vrai. Expliquer la violence c'est essayer justement de retrouver des causes, retrouver des structures qui ont produit cette violence pour faire en sorte que cette violence elle se produise plus. Et donc on m'a reproché ça, mais justement personne l'a lu comme un roman où la question
question raciale serait déterminante, si ce n'est dans l'exclusion raciale dont était victime sa famille à lui. D'ailleurs, Reda est kabyle et dit a des propos racistes sur les Arabes. Pire que ma mère. En fait, Arabes, vraiment, il disait des trucs très racistes sur les Arabes, en fait. Et c'est aussi c'est typique d'une opération raciste d'appeler arabe n'importe quelle personne vivant au sud de l'Espagne. Et donc, c'était ça qui se passait avec la police. Comme disait, c'est un arabe. Et ça, je dis, ben non, en fait, c'est un kabyle. Et c'est deux cultures très différentes. Et justement, il y a des oppositions très fortes qui existent encore aujourd'hui. Et voilà. Et donc, de trouver une forme littéraire qui soit profondément politique, c'était ça l'enjeu. Et il y a du coup, on a la trajectoire du père de Reda, et là j'ai trouvé qu'il y avait des descriptions très fortes du foyer d'immigrés où il arrive. Je ne sais pas si tu veux bien peut-être lire un passage, ça va jusqu'au début de la page suivante. Ok. Je suis pas très fort en lecture, alors je suis désolé. Mais le pire, pour le père de Reda, au quotidien, ce n'était pas la saleté des locaux, ni l'autoritarisme du directeur. Ce n'était pas l'étroitesse des chambres qui mesurent rarement plus de 5 ou 6 mètres carrés, ni le manque d'armoires pour le rangement, ni les odeurs méphitiques qui jaillissent des sanitaires comme des odeurs venues du centre de la terre et qui auraient traversé toutes les canalisations moisies et les fosses putrides pour arriver jusque-là et se répandre dans les bâtiments, ni les insectes, ni les cafards nichés dans chaque interstice, chaque fissure, sous les meubles branlants, ni les débuts d'incendie qui rythment la vie des cuisines à cause de la mauvaise qualité des installations électriques. Ce n'est pas non plus le pire, la misère sexuelle, les rêves qui s'ensuivent, l'obsession des femmes ou des hommes pour quelques-uns, et les sexes qui durcissent, s'humidifient, se tendent sous les draps, se tendent jusqu'à la douleur au réveil. Ce qui rend la vie insupportable au foyer, par-dessus tout, ce n'est pas ça, c'est le bruit. Tous les résidents jurent, quand on leur pose la question, que le plus grand des fléaux au foyer, c'est le bruit. Quand ils parlent entre eux, ils parlent du bruit. Son père lui avait dit qu'en comparaison, tout le reste paraissait facile et supportable, parce que le bruit est l'une des seules choses qu'il est presque impossible de fuir ou de contrer. On peut réparer un lit bancal, se procurer même illégalement une nouvelle cafetière, trouver des produits pour tuer les cafards, mais le bruit, on ne peut rien faire contre lui, on ne peut pas le saisir. Aller gifler un autre résident parce qu'il claque la porte ne servirait quasiment à rien. Le bruit est partout, à toutes les heures du jour et de la nuit, presque autonome par rapport aux personnes qui sont censées le produire. Le bruit pénètre les corps par les conduits auditifs et se répercute dans chaque parcelle de l'organisme. Le bruit harcèle le silence des organes. Les minuscules chambres des émigrés, comme celle du père de Reda, étaient au départ des grandes pièces qui ont été divisées en chambrettes, faute de place, par de fines planches en contreplaqué. Les ouvriers travaillent de jour pour certains, de nuit pour les autres. Les allers-retours incessants entre le travail et le foyer, les portes qui craquent, les ronflements, les cris nés des cauchemars, les lits grinçants, toute la misère parle par le bruit. Le repos est impossible. Les nuits sans sommeil et le sommeil sans repos s'accumulent et la fatigue rend plus intolérant encore au bruit. Oui. Ça, je dois dire que c'est aussi, quand j'ai écrit le livre, j'ai fait beaucoup de recherches sur les foyers Sonacotra. J'ai lu des centaines de livres sur la question. J'ai vraiment lu tout ce qui était possible de lire sur la question. Et on voit pas souvent ça dans le travail d'un livre. C'est-à-dire que j'avais des centaines de livres pour écrire un tout petit chapitre sur le bruit. Et parce qu'en fait, dans tous les témoignages, c'est pas seulement le père de Reda, dans tous les témoignages pour les foyers dans lesquels les émigrés étaient mis de force en arrivant en France, il y avait, dans toutes les enquêtes, il y avait des sociologues d'ailleurs qui commençaient à faire des enquêtes et tout ça. Ils parlaient toujours du bruit, en fait, de cette horreur du bruit qui rendait les gens fous. Et donc ça m'a beaucoup frappé parce que c'est vrai, c'est des choses qu'on ne pense pas spontanément à ça. On pense en effet à la saleté, on pense au fait que les chambres sont minuscules, que les gens sont entassés. Et en fait, la violence, c'est comme ça, toujours très, très subtil. Vous savez, par exemple, un des trucs qui m'a beaucoup frappé aussi, à un autre niveau encore une fois, mais c'est quand Imre Kertész décrit l'ennui dans les camps de concentration, et il décrit l'ennui terrible. En fait, c'est vrai, on ne pense pas à ça. On se dit, mais comment les gens peuvent s'ennuyer? Et il raconte presque que des gens mouraient de l'ennui, en fait, hein, de l'attente comme ça. Et
Parfois, la violence se trouve comme ça dans des endroits où on l'attend le moins. Et pour le bruit, c'est ce que j'ai vu en lisant toutes ces enquêtes. Il y a juste encore le micro. Pardon. Je voulais évoquer l'histoire d'Ordive parce que elle a un statut particulier, je pense, et ça m'a paru aussi une description très sociologique des mécanismes de fabrication de la stigmatisation. Ça m'a fait penser à Elias sur comment la rumeur contribue à fabriquer la stigmatisation. Donc Ordive, c'est une femme détestée, qu'à certains moments on commence à plaindre parce qu'elle a perdu un enfant, et puis après la rumeur, ça se déplace. Donc peut-être tu veux dire un mot du statut de cette histoire au sein de l'histoire. Oui, c'est ça. C'est une femme qui a perdu sa fille très 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 jeune. Sa fille avait 6 ou 7 ans, qui est morte d'une tumeur au cerveau. Et en fait, la petite fille avait des maux de tête pendant des mois et des mois et des mois. Elle s'en plaignait beaucoup à l'école, elle pleurait, tout ça. Et puis le médecin lui disait, mais c'est des migraines, c'est pas grave. Donc il lui donnait des Doliprane. Et puis un jour, on s'est rendu compte que c'était une tumeur. Et puis il était trop tard, comme on lui avait donné des Doliprane pendant 1 an. Elle s'était trop développée. Et donc cette petite fille est morte. Et donc à ce moment-là, cette femme a été plainte. On l'a plaint. Et puis progressivement, la rumeur a circulé que peut-être c'est de sa faute, peut-être qu'elle n'est pas allée voir le bon médecin, peut-être qu'elle n'a pas assez pris soin de son enfant, peut-être qu'elle avait... Et c'est-à-dire la méchanceté s'est retournée contre elle, en fait. Hein. Et aussi, il y avait aussi une sorte de, si vous voulez, d'expression obligatoire des sentiments, qui est un thème que Marcel. Il y a un très bel article de Marcel Mauss qui s'appelle l'expression obligatoire des sentiments, qui était que si une personne ne pleurait pas assez à l'enterrement de son mari ou de son enfant, il y avait quelque chose de louche, que c'était un peu de sa faute, que c'était... Et en fait, très souvent, nos sentiments, c'est quelque chose qu'on doit à la société, en fait. La société attend qu'on les montre. Ça dépend desquels. Il y en a que la société ne veut pas voir. Mais je l'ai beaucoup ressenti dans l'histoire de l'Alliance quand je raconte que pendant la procédure avec la police et tout ça, il y a un moment où je pleurais plus, mais ça ne veut pas dire que je souffrais plus, mais j'étais paniqué par ça parce que je me disais, mais en fait, si je pleure plus, ils vont pas me croire. Et en fait, je pense qu'on a tous ressenti un peu ça dans notre vie. On va dans un enterrement et en fait, on a peur de pas pleurer. On se dit, mais mince, si je pleure pas, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et on a peur de ne pas pleurer, on se force un peu en fait. Hein. Et ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas d'ailleurs, justement, au contraire, c'est ça qui est subtil. Et on ne souffre pas, mais on se force. Peut-être qu'on souffre encore plus que les gens qui pleurent spontanément. Et il y avait, mais aussi, c'est aussi parce que la réalité que je décris dans mes 2 livres, de manière différente, parce que je reviens sur le même milieu, mais à travers la voix de ma sœur dans l'histoire de la violence et à travers une description pure, entre guillemets, du village, dans Eddie Bellegueule, mais c'est aussi le fait c'est aussi l'histoire de la petite communauté comme ça, où il y a une surveillance qui est très 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 grande, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la pièce de théâtre par exemple Scène de chasse en Bavière, c'est des petites communautés où il y a une violence très grande de la surveillance. Et puis c'est aussi le fait que qui est aussi un fil qui traverse mes 2 livres, qui est que quand on souffre de la violence tout le temps, on finit par reproduire la violence sur d'autres. Et moi, quand je souffre beaucoup, parfois je fais des choses violentes sans m'en rendre compte. Quand on est malheureux, on parle mal d'un seul coup aux gens qu'on aime et on s'en veut. Et on leur dit, je suis désolé de t'avoir parlé comme ça, je suis pas très bien en ce moment. Et parce que justement, quand on souffre, on produit de la violence. Et ce cycle de violence-là que je veux décrire dans le livre, et notamment par exemple à travers cette histoire de cette femme dans l'histoire de... On pourrait même se dire pourquoi les gens ne sont pas encore plus violents quand on voit les vies que beaucoup de gens vivent. Et de faire cette description comme ça d'un cycle de violence et un peu j'en parlais avant, un peu d'échapper, surtout quand on parle des classes populaires, on est toujours un peu bloqué entre 2 alternatives, c'est-à-dire l'alternative Le Figaro / Emmanuel Macron / 16e arrondissement de Paris, qui est une manière de voir les classes populaires comme des gens un peu fainéants, comme des gens un peu sales, comme des gens un peu tout ça, tous les trucs, le mépris en fait, très très violent. On a ça d'un côté. Et puis de l'autre côté, on a une sorte de mythologie de la gauche qui dit en fait les classes populaires c'est mieux, c'est la vraie vie, c'est pas comme l'hypocrisie de la bourgeoisie et tout ça. Et
comme si, je sais pas, comme si les classes enfin, comme si c'est un peu le mythe du bon sauvage, quoi. Je trouve ça très violent, moi, en fait. Et c'est comme deux approches comme ça violentes qui font semblant de s'opposer, mais qui seraient des adversaires complices, en fait. Et moi, ce que je voulais, c'était échapper à cette perception-là et de montrer comment, justement, la violence que je décris de ma famille, de mon père envers moi, quand il me dit t'es pédé, pourquoi t'es comme ça, de voir que cette violence, elle venait de plus loin, et que mon père, donc je décris son enfant, je décris la jeunesse de ma mère, je décris, et de montrer comme ça, comme c'est des cycles de violence qui se perpétuent à travers des corps, et qu'on peut être violent, on peut être victime de la violence qu'on subit, mais on peut être aussi victime de la violence qu'on exerce aussi. Encore une fois, ce qui ne veut pas dire que cette violence-là n'est pas grave. On a cet automatisme dans la tête, c'est très dur de se l'enlever, de dire que même si on excuse la violence, moi si par exemple j'ai envie d'excuser la violence, ça ne veut pas dire que je trouve qu'elle n'est pas un problème. Ça veut dire que au contraire, ça veut dire que je trouve qu'elle est problématique. Et ça veut dire que je dis, excuse, ça vient du latin ex causa, ça veut dire trouver les causes à l'extérieur, ça veut dire trouver les causes qui ont produit la violence pour faire en sorte que cette violence ne se reproduise plus. Et voilà, il faut réussir à casser cette idée et puis essayer de... Parce qu'en plus, si on dit qu'il n'y a pas de violence dans les classes populaires parce que tout le monde est gentil, ce qui est déjà absurde en soi, on ne parle pas des femmes, on ne parle pas des gens qui ne sont pas blancs. Moi, dans le village où j'ai grandi, les gens votaient à 60% pour le vote, encore pour le Front National. On ne parle pas des LGBT, on ne parle pas... Et donc voilà, ouais. Et justement, tu parles dans ce livre que tu as dirigé, qui est un hommage à Bourdieu, c'est Pierre Bourdieu, L'insoumission en héritage. Tu parles du rapport des classes populaires à la politique, et je trouvais ça intéressant parce que c'est une manière d'en parler qui n'est pas habituelle, et je voulais te demander de revenir justement là-dessus. Oui, parce que moi, une des choses qui m'a beaucoup frappé, donc je reviens dans ce volume, dans lequel, c'est pas un livre que j'écris tout seul, il y a aussi Annie Ernaux, Geoffroy de la Gannerie, Didier Ribon, Pierre Bergogneau, Arlette Farge, etc. Je voulais revenir sur cette idée qui a été presque un choc pour moi quand je suis arrivé à Paris, justement à l'ENS ou à l'EHESS, et que j'étais, contrairement à mon enfance, confronté à des gens qui venaient de la bourgeoisie, en fait, qui étaient nés dans la bourgeoisie. C'était de voir ou les classes dominantes, je ne sais pas quel terme est utilisé, je pense que les classes dominantes c'est plus fort que bourgeoisie. Bourgeoisie ça fait un peu vieillot, mais en plus classe dominante ça dit plus de choses. Mais il y avait je remarquais que les gens autour de moi étaient très peu frappés en fait par la politique. La politique avait très peu d'effet sur eux parce qu'ils venaient des classes dominantes. Et moi, je me souviens que quand j'étais enfant, je le raconte dans ce texte, dans ce volume sur Bourdieu, ma mère, elle répétait toujours au moins sous Mitterrand, on avait un beefsteak dans l'assiette. Et elle disait toujours ça. C'était comme vous voyez, on a tous des phrases qu'on répète tout le temps. Et ma mère, elle répétait toujours ça. Et en fait, comment dire, ce qui fait que très vite, je me suis rendu compte que pour ma famille et donc pour la classe dans laquelle j'ai grandi, la politique c'était une question de beefsteak et que c'était pas une question de débat ou je sais pas trop quoi. Et ce qui fait que, en fait, si vous voulez, quand vous appartenez aux classes dominantes, quand vous avez de l'argent, des diplômes, du capital social, du capital économique, en fait, vous êtes d'une certaine manière protégé de la politique. Et dans mon enfance, un gouvernement qui venait en place, alors je pourrais dire que je ne suis pas d'accord avec ma mère, que le Parti socialiste a trahi les classes populaires et tout ça, mais ce n'est pas la question là. L'enjeu, c'est cette question du rapport à la politique. Et dans la bourgeoisie, dans les classes dominantes, ça ne veut pas dire pouvoir se soigner, pouvoir manger et tout ça. Je pourrais le dire de moi aujourd'hui. Je peux me plaindre du gouvernement qui est en place en ce moment, je peux me plaindre d'un gouvernement de gauche qui ne l'est pas assez, je peux me plaindre d'un gouvernement de droite. Ça ne m'empêchera pas de manger, ça ne m'empêchera pas d'aller chez le dentiste. Et en fait, si vous voulez, ça fait que la politique, ça ne veut pas dire la même chose selon la classe sociale dont on parle. Et en fait, le fait de détenir des formes de capital économique, scolaire, culturel et tout ça, fait que vous pouvez vous mettre un peu hors de la politique. À part, il y a des instants historiques très précis où on pourrait... Mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Ce qui fait que moi, quand je suis arrivé à Paris et que je parlais avec des étudiantes et des étudiants, des amis à moi, qui ne venaient pas du même milieu que moi, quand je parlais de politique, ils me disaient « Mais pourquoi tu t'énerves ? Pourquoi tu es véhément comme ça ?»
Mais moi, je leur dis, mais tu sais, enfin, je leur disais pas en fait, mais je le pensais. Je pensais, mais parce que pour toi, en fait, la politique, c'est une question esthétique. C'est une manière de te voir, de voir le monde. Et en fait, pour moi, c'est une question de beefsteak. Et pour moi, c'est une question de. C'est ça que ça veut dire. Et donc, paradoxalement, les gens qui font la politique, ils viennent presque toujours, si ce n'est toujours, et encore plus maintenant, des classes dominantes. Ce qui fait qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire la politique, ils ne savent pas ce que produit la politique, et c'est eux qui décident de la politique. Et c'est quand même un paradoxe qui est gênant, que les gens qui font la politique ne savent pas ce que produit la politique. On l'a vu quand Macron il a enlevé 5 euros par mois aux Français les plus pauvres, au même moment où il a enlevé les taxes sur les jets privés, sur les yachts et tout ça, le même jour quasiment, alors sans aucune honte, comme ça, la violence sociale comme ça. Si vous avez un yacht ou un jet privé, vous payez plus de taxes. Par contre, on enlève 5 euros par mois le même jour aux gens qui meurent de faim. Et en fait, quand ils ont dit ça, il y a beaucoup de gens de son gouvernement qui ont dit oh, mais 5 euros, c'est pas grand-chose. Parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que 5 euros, c'est 3 jours de nourriture dans ma famille. Et qu'à la fin du mois, on ne les avait pas, les 3 jours de nourriture. Et je raconte dans Eddie Bellegueule, je ne dis pas pour faire pleurer, mais parce que c'est la réalité, qu'à la fin du mois, ma mère, elle m'envoyait chez ma tante pour aller réclamer de la nourriture, parce qu'elle disait qu'un enfant susciterait plus de pitié, que ça marcherait mieux, et que moi, je passais, je faisais le tour du village pour aller chercher de la nourriture. Et donc, tout le temps à la fin du mois. Et donc, 5 euros en moins, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que cet enfant, il va faire le tour 3 jours avant. Et donc, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils sont, comme on dit en anglais, ils sont clueless. Ils n'ont pas de, vous voyez, ils savent pas quoi. Ils n'ont pas de compétences. C'est ce que Bourdieu dit dans La distinction, ce rapport distancié à la politique, cette manière d'en parler de manière détachée qui caractérise effectivement on les classes. On le reprochait beaucoup à Bourdieu d'ailleurs d'être trop véhément et tout ça, mais parce que il venait d'un milieu comme ça et d'un milieu à peu près similaire au mien et que voilà, Bourdieu savait ce que la politique voulait dire, je crois. Alors, je voulais te poser une question sur la réception de ces livres à l'étranger, parce que bon, on dit que la littérature française n'est plus traduite à l'étranger, etc. Mais bon, ces 2 livres ont été traduits, le premier en 23 langues et le second en 27. Voilà, donc je voulais savoir quelle expérience a été pour toi cette réception. Ça a été beaucoup de voyages et donc beaucoup de belles choses, mais beaucoup de fatigue aussi. Et oui, ça compte, hein, ça compte. J'ai vu le Japon, j'ai vu le Kosovo, j'ai vu le Chili, c'était la Corée, le Singapour. Là, j'étais en Malaisie il y a une dizaine de jours. Et ça a été pour moi déjà l'expérience de la confrontation au monde. En même temps, justement, de voir à quel point le monde est semblable partout, en fait. Que les différences, elles sont minuscules. En fait, le monde se ressemble, je veux dire, en termes de dépossession, en termes d'exclusion, en termes de manière dont fonctionne la société. En fait, c'est presque la même chose qu'on retrouve partout. Sauf que parfois, on s'invente des mythes. Par exemple, quand on va en Scandinavie, les gens vous disent « Ah, mais en Scandinavie, c'est pas comme chez vous. Il n'y a pas de classe sociale chez vous. Il n'y a pas de classe sociale chez nous. » Et tu dis « Ah bon ?» Ben, tu sais, moi, là, mon éditeur m'a mis dans un hôtel. Et donc, dans l'hôtel, il y a quelqu'un qui va nettoyer les toilettes et la salle de bain. Donc ça, c'est pas des classes sociales, ça. C'est pas de la violence. Le fait que quelqu'un ait nettoyé les toilettes de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est quel truc hallucinant de dire « Il n'y a pas de classe sociale. » Et justement, en plus que c'est une des grandes et magnifiques idées de Bourdieu, qui a été révolutionnaire. C'est-à-dire que ce qui fonde la classe sociale, c'est pas tel revenu d'argent ou tel revenu d'argent, c'est pas telle pratique culturelle ou telle pratique culturelle. Ce qui fonde les classes sociales, c'est la distance, c'est la distinction, justement. Et donc les distances, elles peuvent se manifester de manière différente, mais la distance, elle reste. Et donc Bourdieu prend cet exemple où, avant, les enfants des classes populaires n'allaient pas au lycée. Et quand ils ont commencé à investir, à aller au lycée, à être envoyés au lycée, qu'on a fait des programmes pour que les classes populaires aillent au lycée, et ben les classes dominantes sont allées de plus en plus à l'université, de plus en plus systématiquement, c'était devenu systématique. Et ensuite, quand les classes populaires ont commencé à rentrer un peu plus à l'université, les classes dominantes ont commencé à faire les grandes écoles, où les distinctions entre filières, entre le droit ou la psychologie, par exemple, entre les matières qui sont considérées les plus bourgeoises, les plus nobles et tout ça, c'est opéré. Et donc, bien sûr, les réalités sont différentes d'un pays à l'autre,
Mais en vérité, c'est la distinction qui revient. C'est pour ça que Bourdieu a fait un livre qui fonctionne dans le monde entier. C'est étonnant, moi, quand j'étais dans des pays comme le Japon ou Singapour, quand je faisais des conférences avec des étudiants de l'université de Singapour ou de l'université de Kyoto ou Tokyo, c'était des gens qui mobilisent tout le temps Bourdieu. Enfin, Bourdieu a produit une matrice qui marche pour le monde entier. Et après, il y a des différences dans les manières dont les livres sont reçus, en fait, qui sont assez intéressantes. Et on en parlait un petit peu dans le train en venant, mais j'étais très frappé, par exemple, qu'en Scandinavie, quand l'histoire de la violence a été publiée, il y avait beaucoup, par exemple, de juges, d'avocats, de surveillants et de surveillantes de prison aussi, qui venaient dans les rencontres, parce qu'ils s'interrogeaient sur les manières de régler la violence, de traiter la violence et tout ça. Quels autres moyens on pourrait mettre en place pour arrêter les mécanismes de violence? Alors qu'en fait, c'est un débat que j'ai très peu eu en France, parce que tout s'est concentré sur moi, sur mon histoire, sur le fait que c'était ma vie, et sur presque une histoire, en fait, sur l'histoire d'une histoire, l'histoire d'une rencontre et tout ça. Et ça a été très différent. Et donc, il y a des différences de réception selon les histoires aussi communes. Et de toute évidence, par exemple, quand je parlais de la question du pardon d'un crime, pour les raisons qu'on connaît, ça a résonné beaucoup en Allemagne, par exemple. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire le pardon? Comment on fait pour pardonner sans être une deuxième fois violent? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas pardonner, et ils ont le droit. Et donc, voilà vraiment des différences qui sont liées à chaque... Et puis en France, il y a un peu, je trouve un peu l'idée, justement, tu parlais de Faulkner avant, l'idée de la construction littéraire au sens vraiment formel, qui pour moi, qui a un peu disparu, et les gens sont plus habitués à lire ça. Et là, il y a une anecdote qui est qu'il y a des éditeurs qui ont envoyé des livres de Claude Simon à des éditeurs français la semaine dernière, et en fait, les livres de Claude Simon ont été refusés par les éditeurs, prix Nobel de littérature, un des plus grands écrivains français et tout ça. Et en fait, parce qu'on est tellement plus habitué à des recherches un peu formelles, justement. Et ça, de fait, par exemple, le fait qu'il y ait plusieurs voix qui racontent une même histoire, des fois en France, semblait hallucinant pour des gens. Alors que quand j'étais en Allemagne, quand j'étais au Kosovo, c'était pas bizarre. C'était pas bizarre pour les gens. Et alors qu'en France, ça l'est devenu, en fait. Et voilà, mais je sais pas, il y aurait un million de choses à dire, c'est très dur de cibler, mais voilà quelques petites histoires. Parce qu'on veut aussi t'entendre lire un texte inédit, donc juste peut-être un mot sur tes projets avant d'entendre ce texte et de prendre quelques questions. Oui, j'écris une pièce de théâtre en ce moment. Parce que j'avais envie d'écrire quelque chose de différent, parce que je ne me voyais pas faire un roman, 2 romans, 3 romans comme ça, je sais pas, je suis pas fait pour ça. Et puis il y a un metteur en scène qui m'a proposé d'écrire un texte pour lui, qui va mettre en scène dans un théâtre. Et donc j'ai eu envie de faire ça. Et puis j'enseigne aussi, je sais pas, mais je raconte ma vie, c'est bizarre. Enfin, c'est pas la première fois que je le fais, mais là ça fait de manière bizarre. Et j'enseigne un peu aussi aux États-Unis. Et donc j'y étais l'année dernière et j'y retourne cette année. Mais voilà, j'aimerais bien là travailler sur d'autres formats. Je vais probablement écrire 2 pièces de théâtre consécutives avant de revenir au roman. Et parce que voilà, j'ai dit des choses que j'avais à dire dans le roman, et là il y a des choses que je sens qui sont urgentes à dire dans le théâtre. En plus, le théâtre a été tellement important pour moi que Louis, non seulement c'est le 2e prénom de Didier, qui s'appelle Didier Louis Héribon, mais en plus, Louis, c'est le nom du personnage principal de Jean-Luc Lagarde, Juste la fin du monde. Et c'était un des livres les plus importants pour moi, que j'ai lu quand j'étais vraiment tout petit. J'avais 16 ans. Et je l'ai lu, et c'était un livre qui a été... C'est avant Retour à Reims. C'est avant Retour à Reims, en fait, parce que j'étais dans un lycée théâtre, donc il fallait jouer les textes, il fallait les lire. Et donc ça a produit un effet comme ça. Je pense sur beaucoup de gens de ma génération, puisque justement Xavier Dolan l'a adapté au cinéma et tout ça. Ça a été, pour les gens qui sont nés dans fin des années 80, début des années 90, il y a quelque chose dans la gare. Et donc Louis, c'était le nom d'un personnage de pièce de théâtre. Et donc le théâtre, c'est quand même fort pour moi. C'est un texte qui est paru en fait dans une revue américaine, dans une revue littéraire américaine qui m'avait demandé d'écrire un texte qui s'appelle Freeman's, qui est une très belle revue que je vous conseille beaucoup. Et donc elle est parue en anglais.
Et c'est un texte justement qui traite justement des logiques de la violence dont on parlait avant et de la perpétuation de la violence, en fait. Je dis beaucoup, en fait, aujourd'hui. C'est un peu violent, je suis désolé, comme toujours ce que j'écris, mais en même temps, c'est en parlant de violence qu'on rend le monde plus beau. Et ce qu'a fait le féminisme, ou ce qu'a fait le marxisme, ou ce qu'a fait le mouvement gay, ou le mouvement noir, c'était de parler de violence, et c'est de dire que nos vies étaient violentes, que nos vies en tant que gays, en tant que femmes, étaient des vies traversées par la violence, et c'est ça qui a rendu le monde un peu plus beau. Et donc il ne faut pas avoir peur de parler de la violence. Et c'est pour ça que je vais le faire. Mon grand frère a essayé de tuer mon père un soir de septembre en 2001. C'était quelques jours après les attentats du World Trade Center et c'est à cause de ça que je me souviens de la date à laquelle c'est arrivé, ou plutôt que je ne peux pas l'oublier. J'avais regardé avec mon père les tours jumelles s'enflammer, imploser, puis s'effondrer. Mon père vidait une bouteille de whisky devant la télévision pour tuer le chagrin et il pleurait. Il disait « Putain, maintenant les bougnoules, ils vont tous nous tuer. Là, c'est le début de la guerre. Je te préviens mon fils, prépare-toi parce que là, je te le dis, on va mourir. » Tous, ils gémissaient, prévenaient. La prochaine bombe qu'ils vont nous jeter, ça va être sur la gueule, à nous les Français. Et là, c'est sûr, on va tous y passer. J'avais 9 ans, et je pleurais aussi, comme un enfant qui pleure quand il voit ses parents pleurer, sans vraiment comprendre, pleurant justement de cette incompréhension, de ce vide, pleurant parce que j'avais peur de la mort, et parce que j'étais trop jeune pour me rendre compte que les mots de mon père n'étaient que l'expression de ses pulsions violentes et racistes, les mots d'un homme que j'allais apprendre à détester 2 ou 3 ans plus tard. Une semaine après, sans aucun lien avec les attentats, à part la proximité frappante des dates qui me permet de situer la tentative de meurtre dans le temps, mon grand frère, en plein milieu d'un dîner, a donc attrapé mon père par les cheveux devant le reste de la famille. Il a commencé à lui claquer la tête contre le mur de la cuisine. Il le tuait. Mon père hurlait. Il le suppliait. Je n'avais jamais vu mon père supplier quelqu'un. Son visage disparaissait sous le rouge du sang, sous l'amoncellement des plaies, et mon grand frère criait « Je vais te buter, fils de pute, je vais te buter », pendant que ma mère essayait de me couvrir. Ma mère jetait des verres sur mon grand frère pour l'arrêter, mais elle ratait à chaque fois sa cible, et les verres tombaient, explosaient, se fracassaient sur le sol. Elle aussi, elle hurlait « Bordel, vous allez quand même pas vous entretuer, calmez-vous ». Elle braillait, s'époumonnait « Il va tuer son père, il va tuer son propre père ». Puis elle me chuchotait, me soufflait à l'oreille « Ne regarde pas, ne regarde pas, maman est là, ne regarde pas ». Mais je voulais regarder, parce que c'était moi qui avais provoqué cette dispute entre mon père et mon frère. Je l'avais voulu, c'était une vengeance. L'histoire de ma vengeance commence un matin, très tôt. Il faut imaginer la scène. Je bois un chocolat chaud dans la cuisine, assis à côté de ma mère et de mon grand frère. Ils viennent de se réveiller et ils fument en regardant Le Prince de Bel-Air. Ils sont levés depuis 20 minutes, mais ils ont déjà fumé 3 ou 4 cigarettes chacun et la pièce est saturée par la fumée épaisse et opaque. Je tousse. Ma mère et mon grand frère rient devant la télévision, des rires gras, et ils fument encore. Mon père et mes sœurs ne sont pas là. Je préviens ma mère. Je dois aller voir un ami dans le village pour l'aider à réparer son vélo. Elle hoche la tête sans la quitter des yeux. Elle hoche la tête sans quitter la télé des yeux. Je m'habille, je sors de la maison, je claque la porte et j'avance dans le froid, au milieu des murs de briques rouges du nord de la France, dans l'odeur de fumier et de brouillard. Et puis, je ne sais plus quoi, mais je réalise que j'ai oublié quelque chose. Alors, je fais demi-tour. Quand j'entre dans la maison, sans frapper à la porte, je distingue les silhouettes de ma mère et celles de mon frère enveloppées dans la fumée, plus rapprochées qu'avant mon départ. Et je vois ce qui se passe. Ma mère est en train de donner de l'argent à mon grand frère. Elle profite de l'obscurité et de l'absence des autres pour lui donner de l'argent. Et moi, je sais que mon père a interdit ma mère de le faire. Il lui avait ordonné de ne plus jamais donner d'argent à mon frère, plus jamais. Parce qu'il sait qu'avec l'argent, mon grand frère achètera de l'alcool et de la drogue et qu'une fois sous, il ira taguer les supermarchés et les arrêts de bus ou mettre le feu au gradin du stade du village. Il l'a déjà fait plusieurs fois. Mon père avait dit à ma mère que je te reprenne plus à lui donner de l'argent à ce délinquant. Alors, quand ma mère voit que je la surprends, elle sursaute.
Elle s'approche de moi, furieuse. Tu n'as pas intérêt à le raconter à ton père, sinon ça ira mal. Et puis, elle hésite. Elle hésite sur la stratégie à adopter. Elle essaye autre chose. Elle change de ton. Elle recommence avec la voix douce, implorante. Ton frère, il a besoin d'argent pour manger au lycée, mais ton père, il ne veut pas comprendre ça. Alors sois gentil avec maman. Ne le dis pas à papa. Tu sais comment il peut être con, ton père, parfois. J'acquiesce. Je ne dis rien. Ma mère commet l'erreur fatale 15 jours plus tard. Elle ne sait pas encore qu'avant la fin de la journée, elle le paiera, qu'elle souffrira. Ce matin-là, je suis seul avec elle. On ne se parle pas. On ne se parle jamais. Je me prépare pour l'école et quand j'ouvre la porte pour sortir, ma mère me dit, sans raison particulière, entre deux bouffées de cigarette, quelque chose qu'elle m'avait dit souvent, mais rarement, aussi durement et directement. Elle me dit, t'es vraiment pas l'enfant que j'aurais rêvé d'avoir. T'as même pas 10 ans et t'es déjà la honte de toute la famille. Dans le village, tout le monde dit que t'es pédé. Je ne sais pas si c'est vrai, mais nous, on se tape la honte à cause de toi. Et moi, je ne réponds pas. Je sors de la maison, je ferme la porte sans rien dire, et je ne sais pas pourquoi, je ne pleure pas. Mais toute la journée ensuite a le goût des mots de ma mère. L'air a le goût de ses mots. Le bruit a le goût de ses mots. La nourriture a le goût de la cendre. Pendant toute la journée, je ne pleure pas. Le soir même, je suis rentré chez moi après l'école. Ma mère servait à manger et mon père allumait la télé. Il a toujours dit qu'il ne fallait pas parler pendant le repas, qu'il fallait regarder la télévision, que c'est une question de politesse. Il met la télévision comme d'habitude et toute la famille regarde en silence. Et puis soudain, en plein milieu du repas, je crie. Je crie, très vite et très fort, en fermant les yeux. Maman donne de l'argent à Vincent. Elle continue de lui donner de l'argent. Je l'ai vue, elle lui en donnait l'autre jour. Elle m'a dit de ne pas te le dire. Elle m'a dit, surtout le dis pas à ton père. Elle m'a demandé de te mentir. Mais mon père ne me laisse pas finir la phrase. Il m'interrompt, il se tourne vers ma mère et il demande, c'est quoi ce bordel ? Il lui dit, tu te fous de ma gueule ou quoi ? C'est quoi ce délire ? Et il monte la voix. Il se lève et il serre les poings. J'étais sûr que ce serait sa réaction. Je regarde vers ma mère. Je suis trop curieux. Je veux qu'elle souffre de m'avoir humilié le matin. Et je sais que de provoquer une bagarre entre mon frère et mon père est le meilleur moyen de la faire souffrir. Quand mon regard croise le sien, elle me dit « Toi, t'es vraiment une petite pourriture. » Elle n'essaye pas de mentir. On dirait qu'elle va vomir de dégoût. Je baisse la tête. Je commence à avoir honte de ce que je viens de faire, mais pour l'instant, le plaisir de la vengeance prend encore le dessus. C'est plus tard qu'il ne me restera que la honte. Mon père explose. Il ne peut plus s'arrêter. Il devient fou comme ça quand on lui ment. Il jette son verre de vin rouge qui se brise sur le sol. Il hurle « C'est moi qui commande dans cette maison. C'est quoi cette histoire de me mentir, de me cacher des trucs ?» Et il crie tellement fort que ma mère a peur. Elle me prend dans ses bras et elle me cache avec mes sœurs derrière elle. Elle veut apaiser mon père. « Ça va aller, chérie. Je le ferai plus. Ça va aller. » Mais il ne se calme pas. Je savais qu'il ne se calmerait pas. Il casse un autre verre et ma mère s'énerve elle aussi, mais t'es complètement malade. Je te préviens, si tu blesses un seul de mes gosses avec un éclat de verre, moi je t'égorge, je te défonce. Mon père met des coups de poing dans le mur et il dit « Mais bordel, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une famille comme ça, entre un pédé, c'est de moi qu'il parle, et un alcoolique qui n'est pas foutu de faire autre chose que de se torcher la gueule. Regarde-le l'autre. » Il pointe du doigt mon grand frère, le raté. Et c'est là, à ce moment-là, quand il dit le mot « raté », que mon grand frère se lève et qu'il saute sur mon père. Il le frappe. Il le frappe encore pour le faire taire. Ma mère poussait des cris de terreur, aigus, tragiquement aigus. Mon frère saisit mon père par les cheveux. « Je vais te buter, je vais te buter ». Il claque la tête de mon père contre le mur, de toute sa masse, de tout son corps. Et puis, les cris de douleur, les insultes, les cris de douleur encore. Je sentais les larmes tièdes de ma mère qui tombaient sur mon crâne. Je pensais « c'est bien fait pour elle ». Bien fait pour elle, et tandis qu'elle essayait de me cacher les yeux, je contemplais la scène entre ses doigts. Je regardais les taches de sang pourpre sur les pavés jaunes. Mon frère a laissé mon père presque mort sur le sol et il s'est enfui. Quelques années plus tard, j'ai quitté définitivement mes parents et le village de mon enfance. Et si je l'ai fait, c'est parce que des situations comme celle-là m'ont fait comprendre que le problème de la famille ne consistait pas seulement à vous assommer et à vous s'ensevelir de sa violence, mais aussi, et peut-être avant tout, à vous faire devenir un rouage de cette violence, à vous faire entrer dans des états qui ne sont pas les vôtres, et à placer en vous des désirs de blessure, de vengeance,
que vous n'auriez pas dû avoir. La famille est une malédiction, et comme toutes les malédictions, elle vous anime de passions qui ne sont pas les vôtres. Je pense que vous avez déjà posé la question, Gisèle Sapiro. Je ne sais pas si vous avez répondu, peut-être que je n'ai pas bien écouté. Mais en fait, vous avez fait des études de sociologie, vous avez choisi d'écrire des romans, et vous dites que vous voulez que la vérité se sache. Est-ce que vous pensez que la littérature est un moyen plus approprié que, par exemple, un essai ou une étude sociologique pour dire les choses qui vous tiennent à cœur et que vous voulez transmettre? Non, moi je crois pas. Je crois pas que la littérature soit une forme privilégiée pour parler de la réalité. Je pense que même souvent la philosophie ou la sociologie sont plus puissantes et pour dire le réel et dire la réalité. Mais ce que je crois, c'est que justement, on doit partir de là pour essayer de réinterroger la littérature aujourd'hui, pour essayer de faire un autre type de littérature. Et moi, c'est ça que j'essaie de faire, de pas me dire... je pense a priori que souvent, à part, bien sûr, si on parle de Marguerite Duras ou Svetlana Alexievitch, ou à part de très 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 grandes auteurs et de très grands auteurs comme ça, en fait, 95% des publications permettent pas de penser la réalité, et que c'est beaucoup plus le cas en... Je sais pas, c'est... En même temps, c'est aussi qu'on peut adresser d'autres niveaux de réalité avec des formes différentes. Et puis c'est aussi que et Geoffroy Laganerie en parle aussi dans son livre sur l'université, Logique de la création. C'est aussi que la logique de forme, en fait, des formes qu'on utilise, c'est souvent une logique un peu arbitraire ou je sais pas, parce que c'est difficile à dire parce que c'est vrai et pas vrai, mais en même temps, moi, quand j'écris, je me dis pas j'écris de la littérature, en fait. J'écris des choses que j'ai envie de dire, des choses que... Et je me dis pas, est-ce que ça va être de la littérature, de la sociologie? En même temps, il est clair que je fais pas des études et des enquêtes de sociologie, donc il y a quand même une différence. Mais ce qui est intéressant aussi, justement, c'est de réussir à défaire ce genre, en fait. Et c'est pour ça que j'utilise beaucoup la sociologie. Et c'est pour ça aussi, c'est pas un hasard si dans Retour à Reims, Didier Ribon, il a dû parler de son expérience personnelle et tout ça pour parler des classes sociales, parce qu'il sentait qu'il y avait... Bourdieu le disait beaucoup, il y a cette phrase de Bourdieu, que Bourdieu répétait tout le temps, on retrouve beaucoup dans les distinctions, c'est il faudrait être Thomas Bernhardt pour dire que, il faudrait être Claude Simon pour décrire, il faudrait être... Et en fait, Bourdieu n'arrêtait pas de dire il faudrait être un écrivain de littérature pour réussir à dire les choses. Mais je pense que ça marche dans les deux sens, en fait. Et que c'est un peu comme défaire le genre. C'est la même chose. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, il y aurait un enjeu à essayer de casser ces cloisonnements disciplinaires, ces disciplines, et essayer de mobiliser. Parce qu'en fait, souvent, en littérature, on se rend compte qu'il y a une sorte de méfiance de la théorie, de rejet même de la théorie, qui est assez violent. Les écrivains vous disent « Moi, je ne suis pas un intellectuel, je suis un auteur. » Et je pense que ça leur ferait pas de mal de lire un peu de théorie de temps en temps, et que c'est important, et que plus on défait les genres, et mieux c'est aussi. Parce que pour moi, c'est pas un hasard si les disciplines s'appellent disciplines. C'est aussi une manière d'être discipliné. Et en effet, quand on voit que Bourdieu a écrit des livres personnels comme l'Esquisse pour une auto-analyse, qu'il a écrit il a même fait un livre de photos sur l'Algérie et tout ça. C'était quelqu'un typiquement qui recherchait des formes différentes, en fait, pour justement essayer de trouver dans quelle forme on peut dire les choses le mieux possible. Et voilà. Merci beaucoup. Je voulais revenir au pardon, et pour ne pas retomber dans le syndrome de Stockholm ou les femmes battues, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quand même chez vous un moment où c'est venu dans l'après-coup, dans le surplomb, dans le fait d'avoir écrit Le Bourreau et de vous l'être apprivoisé, en fait, vous êtes apprivoisé le personnage, ce qui vous a permis de le reconsidérer et peut-être d'arriver à ce contre-don, parce que le pardon est une espèce de don en soi, je crois.
Ou est-ce que si c'est venu dans l'immédiateté, n'est-ce pas une façon d'exister? Vous avez parlé de ontologie, avec H ou sans H. J'ai du mal à concevoir ce pardon dans l'immédiat. Donc soit c'est un geste de survie, d'existence, soit est-ce que ce n'est pas venu dans l'après-coup, sans avoir lu le livre. Donc pardonnez-moi, je n'ai pas lu le livre et je voulais en savoir plus sur ce très beau geste, comme on dirait en esthétique, hein, un beau geste réel ou voilà. Oui, non, c'est sûr que c'est pas arrivé le soir même où là, et puis même de toute façon l'agresseur que je décris dans le livre, je le déteste. Enfin, vous voyez, c'est clair. J'ai peur de lui. Je veux pas que la juge me mette face à lui. J'ai peur. J'ai peur de quelqu'un qui essaie de me tuer. Me fait peur. Et donc il y a. Donc, si vous voulez, c'est pas, justement, oui, le pardon n'est pas un acte de sympathie, en fait. J'ai pas envie d'être sympathique, mais ça me paraît être un geste de justice, en fait, de dire, moi, c'est comme ça dont je me sentirais le mieux. Mais en fait, si vous voulez, justement, quand j'ai écrit Histoire de la violence, je me suis dit, ça va poser des problèmes. Enfin, des gens vont m'attaquer parce qu'ils vont dire, c'est pas possible. Si on était victime d'un crime très grave, on peut pas essayer de pardonner. Et en fait, justement, et ça rejoint la question de Gisèle Sapiro sur l'étranger, la réception internationale et tout ça. En fait, j'ai rencontré énormément de gens qui avaient vécu des situations très violentes et qui avaient voulu pardonner, en fait. Sauf qu'on n'entend jamais ces personnes, parce que c'est l'État qui nous crie aux oreilles et qu'on n'entend pas le reste. Et il y a un des exemples les plus célèbres, c'est Geimer, c'est la personne qui a été, je ne sais pas comment on prononce son nom, mais la personne qui a été violée par Polanski et qui a voulu témoigner, qui a dit il est important de témoigner, il faut le dire, c'est pas quelque chose de normal, la violence on ne doit pas s'y habituer. Et qui en même temps disait mais moi je veux pas de vengeance, je veux pas d'un procès, je veux pas d'un... Et en fait elle disait moi je suis détruite par ça, par ces convocations par la juge, par ces convocations par des avocats, par des gens qui n'arrêtent pas de parler de cette histoire, qui la remettent au centre de ma vie. Et elle en fait elle a voulu échanger des mails, des lettres, des courriers avec Polanski pour essayer, ça veut pas dire qu'elle le trouvait sympathique d'un seul coup, ça veut dire que c'était une manière dont elle voulait régler la violence. Et en fait si vous voulez, il y a un paradoxe terrible qui est que très souvent, c'est les gens qui n'ont pas vécu la violence qui décident pour les autres comment ils doivent traiter la violence. Et ça, je pourrais reprendre l'exemple de Primo Levi, parce que c'est un livre que j'ai relu il n'y a pas longtemps. Vous savez, il y a un moment où, dans ce même volume dont je parlais tout à l'heure, Les naufragés et les rescapés, Primo Levi parle de toutes les lettres qu'il a reçues après la publication de son premier livre sur l'Holocauste, Si c'est un homme. Et il raconte il reproduit certaines lettres que des gens lui reprochent de ne pas être assez dur avec les nazis et lui disent, il y a même Jean Améry qui se moquait de Primo Levi en l'appelant le grand pardonneur, et parce que les gens lui disent à Primo Levi, vous n'êtes pas assez dur avec les nazis, vous ne les jugez pas assez, on dirait que vous essayez de comprendre. Et en fait ces gens n'étaient pas allés dans les camps de concentration et ils osaient faire la leçon à Primo Levi sur la manière dont il devait traiter son rapport à la violence. Et moi, ça me semble, vous voyez, un deuxième vol. Et donc sur le viol, d'abord on vous vole votre corps au moment où on vous viole, et ensuite l'État vous vole votre corps une deuxième fois, au moment où il vous impose de manière autoritaire une seule manière de faire. Et donc le pardon, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça veut dire se battre aussi contre des pulsions qu'on peut avoir soi-même. Et encore une fois, je ne dis pas que tout le monde doit le faire, ce n'est pas normatif, mais si on veut pouvoir le faire, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas le faire. Et puis en plus, c'est une manière parce que c'est une manière de réduire la violence, si vous voulez. C'est le contraire de la vengeance, en fait. C'est une interruption. Ce qui est beau, ce que dit Derrida, il y a une idée d'interruption, même si c'est plus complexe que ça, mais il y a d'interruption d'un cycle dans le pardon. C'est-à-dire, c'est tout. On arrête, d'accord ? C'est pas je vais te mettre en prison, et puis c'est on arrête. Et en fait, on se rend compte que, par exemple, la prison, que moi je trouve un truc infâme, de mettre des gens dans une cage, j'ai l'impression qu'on est encore au Moyen-Âge, et je pense qu'un jour on se rendra compte à quel point c'était hallucinant, un peu comme la peine de mort. Aujourd'hui, la plupart des gens se disent oui, comment on pouvait couper la tête des gens, j'espère qu'un jour on se dira la même chose pour la prison. Et ce dont on se rend compte avec la prison, par exemple, en plus, c'est que ça nous met dans une situation d'insécurité, en fait.
la prison nous met dans une situation d'insécurité. Ce qu'on voit, c'est que moi, je raconte l'histoire de mon cousin dans mon premier livre. Il est allé en prison, et quand il est ressorti de prison, il était 3 fois plus violent. Presque tous les gens qui ont commis des attentats terroristes en France pendant toute la série, là, c'était des gens qui étaient en prison pour des délits souvent assez mineurs, du vol ou de la drogue et tout ça, et qui sont ressortis et qui étaient très 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 violents, qui avaient appris à être violents là-bas, qui avaient été radicalisés dans leur violence là-bas, et qui sont sortis fous. Et moi, j'ai appris a posteriori, je ne le savais pas, que la personne qui a essayé de me tuer avait déjà fait de la prison. Donc je peux dire que peut-être il est devenu aussi violent que ça parce qu'il est allé en prison et que la prison a failli me tuer, moi. Voyez ? Mais quand vous dites ça, c'est presque impossible à dire parce qu'il y a une sorte d'amour et d'attachement à la prison, de gens qui vous disent non, il faut mettre en prison. Et si vous dites ça me met en insécurité, c'est irrationnel. Les gens veulent la prison à tout prix. Et tant pis si ça fait 100 morts à Paris, 150 morts un autre jour, tant pis. Au moins, on a gardé le principe de la prison. Et ça, c'est pas possible d'être aussi irrationnel. On dit beaucoup que la sécurité, c'est un mot de droite et tout ça. C'est souvent, de fait, les partis de droite qui l'utilisent. Moi, je suis pour la sécurité. Hein. J'ai envie d'être en sécurité, vous voyez. Et d'autant plus en tant que garçon gay et tout ça. J'ai pas envie de me faire agresser quand je suis dans la rue. Les femmes, j'ai pas envie qu'elles se fassent agresser quand elles sont dans la rue. Et donc, la sécurité, c'est pas un problème. La sécurité, la question, ça devient comment on pose la question de la sécurité. Et en fait, comme souvent on associe la sécurité à la prison, c'est tout simplement un mensonge. C'est un mensonge, parce que ça produit objectivement, sociologiquement, de l'insécurité. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses, justement, encore une fois, je me répète, mais parce que c'est quelque chose qui est tellement ancré dans nos têtes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème à régler, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire quelque chose. Bien sûr, il faut faire quelque chose. On ne dit pas, tu as violé quelqu'un, ok, c'est terminé, il pardonne, hop. Non, il y a quelque chose. Mais on voit que le système tel qu'on nous le propose, ou plutôt qu'on nous l'impose, en fait, est un système qui perpétue la violence. Et ce qui me paraît fou, c'est l'irrationalité du monde social. Que, comme on s'accroche à des choses, tout le monde le sait, ce que je dis là. Tout le monde le sait. Tout le monde sait très bien que les gens, quand ils sortent de prison, ils sont très violents. Tout le monde le sait. Et quand même, on s'accroche à ça. On s'accroche à ça. Et voilà. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur ça. C'est un grand débat, mais parce que c'est très très important. Je dis pas, il y a peut-être des cas où des gens ne peuvent pas s'empêcher de couper des têtes. Il y en a eu des gens dans l'histoire comme ça qui ne peuvent pas s'empêcher d'aller couper la tête des gens qui assassinent 50 personnes. Là aussi, il y a des choses, peut-être les gens, il faut les garder dans un espace pendant un moment, mais peut-être pas forcément la prison, par exemple. Il pourrait y avoir des instituts, comme ça existe déjà d'ailleurs. Mais moi, je ne supporte pas, c'est ça, je ne supporte pas la manière dont le monde me met en position d'insécurité. Ça, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Et dont on met les femmes, dont on met les gays, dont on met tous les gens qui sont même n'importe qui, puisqu'il y avait n'importe qui allait aux concerts qui ont été visés par des attentats. On met les gens dans une situation d'insécurité. Ouais. On va prendre une dernière question, s'il y en a. Oui. Merci. Bonsoir. Des accents de Michel Foucault dans ce que vous venez de dire sur surveiller et punir. Donc voilà. Une deuxième remarque, c'est que l'abbaye de Neumünster où nous sommes a été une prison. Donc c'est aussi la preuve que même à Luxembourg, on peut se réhabiliter et avoir une conversation intellectuelle 50 ans après. Simplement, ma question, c'était par rapport à votre sexualité. Je crois qu'elle est très très présente dans vos œuvres. Vous vous êtes positionné comme un fils spirituel de Bourdieu, ce que je respecte allègrement, étant un fan du film de 2001 sur la sociologie est un sport de combat. Je voulais simplement avoir un petit peu plus de positionnement en termes de genre sur vous-même, votre positionnement et l'homosexualité dans votre œuvre. Oui, c'est vrai. Comment dire moi, je suis gay avant tout. Enfin, c'est mon identité première. Par exemple, je me sens jamais français. Ça me semble une catégorisation absurde. Jamais je me dis dans ma tête je suis français, ou jamais je suis ému quand il y a la Marseillaise. Ou je me sens pas vraiment français. Je me sens pas vraiment. Je sais pas, même auteur, c'est bizarre quand on me dit alors, Édouard Louis, vous êtes un auteur. Je me dis ah oui, c'est vrai. Et parce qu'en fait, quand je pense à moi, je me pense comme quelqu'un de gay. Et
Et donc c'est quelque chose cette identité, c'est l'identité qui me structure avant tout. J'en parle aussi dans l'histoire de la violence, parce que j'ai parlé aussi des aspects très violents du livre, mais c'est aussi un livre sur l'amitié, c'est aussi un livre sur l'amitié gay, c'est aussi un livre sur mon amitié avec Didier et Geoffroy, et comment l'amitié gay est ce qui m'a permis justement de m'extraire en fait de cette situation violente, comment l'amitié était le seul espace, et on sait très bien que justement, souvent, il n'y a pas que pour les gays ou les lesbiennes ou les transgenres, mais souvent c'est pour tout le monde, mais pour les personnes qui ont été infériorisées ou sexuellement, il y a une place beaucoup plus grande de l'amitié, puisque vous pouvez plus facilement rompre avec votre famille, les rapports sont plus facilement tendus avec votre famille, et donc la réinvention dans l'amitié et par l'amitié, ça devient quelque chose de très central. Et donc pour moi, c'est là, et puis il y a toute la littérature gay, de Proust à Gide, en passant par, je sais pas, Coltès, Lagarce, Le Duc aussi, dont je parlais tout à l'heure, La Bâtarde et tout ça, qui a été déterminante pour moi. Mais en plus, enfin, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir que, en fait, l'homosexualité est une manière de parler de tout. En fait, l'homosexualité, c'est une manière de parler du monde. Et les gens ont souvent peur de dire, ils aiment pas dire je suis gay. Parce que c'est comme si c'était une identité trop particulière. Alors que, je sais pas, les gens disent littérature gay, par exemple, et personne dit littérature hétérosexuelle. Je me souviens d'un jour, j'étais dans une librairie, et il y avait un garçon gay qui me dit « Ah, moi, je lis pas de littérature gay. » Et moi, je dis « Ah, tu lis de la littérature hétérosexuelle ?» Et vous voyez, comme s'il y a des catégories qui existent et d'autres qui n'existent pas, ça n'a pas de sens. Et en plus, l'homosexualité est une manière de comprendre le monde, et d'interroger le monde. Pour moi, c'était ça dans Eddie Bellegueule, en fait, parce que je parlais un peu de la sexualité que j'ai eue avec mes cousins ou avec mes voisins quand j'étais enfant, qui était un des seuls moments très beaux de mon enfance. C'est bizarre aussi, parce que certaines personnes l'avaient interprété comme un viol, parce que j'avais 11 ou 12 ans et que j'avais une sexualité avec mes cousins, mais les gens n'ont jamais été enfants. Enfin, à 12 ans, on a déjà des pensées sexuelles. Peut-être qu'il y a des gens qui sont nés à 16 ans, mais moi qui suis né à 0, j'ai eu des désirs sexuels à 12 ans. Et donc, quand je raconte tout ça, mais en fait, à part ça, pour moi, l'homosexualité, c'était, si vous voulez, dans Finir avec Eddie Bellegueule, surtout une manière d'interroger le monde, en fait. Pour moi, l'homosexualité, c'était comme un prisme qui, d'un seul coup, me permettait d'interroger les rapports de genre, les rapports de classe, les rapports de comment on se comportait avec la famille, et donc comment d'un seul coup, la position d'Eddie Bellegueule, l'enfant que j'étais, dit beaucoup de choses sur le milieu duquel je viens. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des gens hétérosexuels qui viennent des classes populaires qui ne se sont pas reconnus dans mon récit. Parce que justement, j'utilisais l'homosexualité pour parler autrement du milieu dans lequel je suis né. Et par exemple, je vais finir sur ça, une anecdote très simple, mais pour quelqu'un comme mon père ou comme mon frère, être un vrai mec, être un vrai dur, ce qui était le top du top, enfin, vraiment, je sais pas comment dire, le prestige absolu, être un vrai dur, moi, mon père, quand il disait quelqu'un, lui, c'est un dur, c'était comme s'il parlait de Michael Jackson. C'était comme ça. Et en fait, être un vrai dur, ce qui était une identité en plus obligatoire, parce que si vous la respectiez pas, on vous disait mais t'es pas un dur, comme ça a été le cas pour moi, ça voulait dire ne pas se soumettre à la discipline scolaire. Donc mon père, être un vrai dur, être un vrai mec, c'est quelqu'un qui n'obéit pas aux profs, qui éventuellement, s'il est vraiment un dur, insulte les profs, qui n'écoute pas en cours. Et en fait, écouter, c'est un truc de fille ou un truc de faillot. Et un faillot, c'est un peu un gay. C'est un peu comme ça qu'il est perçu. Et donc, on peut dire qu'à cause de l'homophobie, à cause de la domination masculine, à cause de cette identité masculine obligatoire que mon père a dû construire, il a dû s'auto-exclure de l'école pour prouver qu'il était un vrai dur. Et donc, il s'est privé d'un futur différent, d'une vie différente, d'un destin différent, où il aurait peut-être pu étudier et avoir une autre vie. Ce qui fait qu'à la fin du compte, pour le résumer, on peut dire que mon père est pauvre à cause de l'homophobie. C'est-à-dire que l'homophobie a rendu mon père pauvre. Parce que l'homophobie faisait qu'il ne fallait surtout pas être un enfant qui écoute à l'école, et donc tu t'exclus, et donc tu n'étudies pas, et si tu n'étudies pas, la seule place que te donne la société, c'est à la caisse du supermarché, à l'usine, ou pour balayer les ordures des autres. Et c'est pour ça aussi, pour moi, que je pense qu'on a beaucoup dit sur la sexualité gay, vous voyez, et donc
c'est un peu difficile de... J'aime pas beaucoup, il y a justement toute une forme de littérature qui parlerait de la sexualité gay au quotidien et tout ça, parce que j'ai l'impression que ça a été déjà fait dans les années 50 ou 60 ou 70. Ça a été mieux fait d'ailleurs par des gens comme Jean Genet et tout ça. Et donc, ce qui me paraît intéressant, c'est aussi, même s'il faut parler de cette sexualité, même si j'en parle dans les 2 livres d'ailleurs, mais d'aller encore plus loin et d'utiliser l'homosexualité comme une manière de remettre radicalement en cause le monde.